Salut l'équipe. Depuis la séance de tir au but en finale de Coupe du Monde, je n'avais pas ressenti une telle pression. Bon, cette fois, sur le téléviseur, juste un mec qui énumère des noms de franchisés NBA et pas de hijo de puta, les yeux injectés de sang au moment du dénouement final. Pourtant, vivre la loterie pique en direct aux côtés de Victor Wembanyama m'a offert un moment que j'ai rarement vécu. Même Kylian Mbappé, 2 sièges plus loin, semblait lui-même aussi stressé, voire plus stressé qu'au moment de transpercer 3 fois un idiot de gardien argentin. C'est dire la puissance du moment. Fini donc les spéculations sur la franchise d'atterrissage de Victor Wembanyama. Fini les « il sera mieux là-bas avec lui ou là-bas avec l'autre ». Depuis mardi soir, les plus rêveurs d'entre nous aiment à dire que l'histoire était écrite d'avance et que les Spurs étaient faits pour Victor et vice-versa. Pourquoi pas? Et si ça peut leur faire économiser du sopalin, allons-y. Comme si Victor ne pouvait pas fitter avec n'importe quelle équipe de basket au monde. Ça sera donc les San Antonio Spurs, une des franchises les plus victorieuses de l'histoire du sport US, et une culture de la gagne que l'on ne présente plus. D'un côté, Tony Parker pour la France, Tim Duncan pour le poste, Greg Popovich pour l'apprentissage, et donc les Spurs pour l'ambition. Ah, c'est sûr que dire comme ça, c'est archi excitant. Et l'histoire est déjà très très belle. Non, moi, comme certains aussi, en fait, j'ai envie d'être un rêveur. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Il y a encore cette semaine un programme au top. Dans le First Day Show, analyse du début des finales de conférence, analyse de Victor Wembanyama qui va atterrir chez les Spurs, analyse d'urine aussi. Thomas, elles sont arrivées ce matin et elles sont pas tip-top, vraiment. Vous l'avez compris, une nouvelle émission sous le signe de l'analyse. Et pour ce faire, avec Thomas et moi, on a invité le meilleur. Celui qu'on aime pour l'analyse. Notre ami Théo, mes sœurs. Comment ça va, Théo de Rivers? Salut les gars, je savais pas qu'il y avait les contrôles antidopage. Maintenant, il faut prévenir un peu 2 semaines à l'avance. En fait, il faut être au top physiquement. Je sais qu'on nous pointe souvent du doigt pour notre physique et notre condition physique un peu suspecte, mais sache que le rythme First Team, il faut être au top niveau, et c'est pour ça que je fais des contrôles un peu inopinés. Moi, il faut qu'on discute après l'émission. On a eu des droits problèmes ces derniers temps. C'est pour ça d'autres problèmes avec la patrouille. Donc, on essaie de se remettre sur le droit chemin. Je comprends mieux alors. Comment ça va, Théo? Eh ben, pleine forme. Comment ne pas aller bien avec vu les playoffs qu'on a cette année. Donc, un peu fatigué avec les nuits courtes, mais trop content d'être là et trop content d'être à cette période de l'année. Puisque tu parles de playoffs, on va faire un petit shout-out à nos amis de Toulouse en National 1. Ouais. Qui, il me semble aussi, sont en playoffs de National 1. Très beau merch, nos amis. Absolument, très beau merch, c'est vrai. Souhaite impeccable. J'étais à Toulouse il y a quelques semaines, j'ai pu profiter du soleil, donc. Et tu es revenu les valises pleines, visiblement. C'est ça. On salue évidemment Vincent Ambeau, qui nous régale à chaque fois, qui nous avait envoyé l'année dernière, ou il y a 2-3 ans aussi, du merch de Toulouse. Allez, on a un gros programme avant de se lancer dans le sommaire. On a quand même quelques annonces à faire, puisque on vous offre un week-end d'ascension de folie sur la First Team. Depuis cette semaine, vous savez, vous pouvez voir l'interview, la longue interview de Thomas avec Kevin Séraphin, où Kevin, encore une fois, à son habitude, vous le connaissez, nous livre plein de choses. C'est une interview, Thomas, qui dure plus d'1 heure. Hein. Ouais, 1h30 d'entretien avec Kevin Séraphin où il se livre comme jamais. C'est rare de voir les athlètes en dire autant, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder ça, pas parce que je l'ai faite et qu'elle est excellente, mais parce qu'honnêtement Kevin est une personnalité à part et a beaucoup de choses très intéressantes à raconter, que ce soit sur son parcours bien sûr qu'on retrace en NBA ou à Cholet, mais aussi sur la condition d'athlète. Il élude aucun sujet, on parle même d'argent et il dit des trucs super drôles et passionnants, donc je vous conseille d'aller sur la Wina TV, sur la chaîne YouTube de Winamax pour voir cette interview. Ça, c'est déjà disponible. Ce qui sera disponible demain sur notre chaîne YouTube, c'est la grande preview. LNB Club a fait une grande preview des playoffs LNB. On est aussi revenu sur la razzia de Victor Wembanyama qui, vous le voyez derrière, a été élu MVP du championnat contre toute attente. Donc voilà, on revient dans cette émission avec Thomas Larouki sur la saison monstrueuse de Victor Wembanyama et on se fait une grande preview donc des playoffs. Des playoffs, exactement, qui commence dimanche. Samedi. Qui commence dimanche pour First Team, puisque dimanche, on sera en live de la salle Marcel Cerdan pour faire le match 1 entre les Mets 92 qui reçoivent Cholet. Donc cette année, on s'est régalé, on avait fait le match 1, ça avait été un scénario incroyable. Les Mets se sont fait attraper à Cholet il y a quelques jours. C'est encore chez nous d'ailleurs. Encore chez nous. C'est vrai qu'on est abonné au Cholet Metz 92. Donc voilà, rendez-vous dimanche 17h sur notre chaîne Twitch pour suivre les playoffs
de LNB. C'est mieux comme ça. Dimanche, encore Thomas, on a une énorme surprise. Vous avez kiffé jeudi dernier avec le tournoi Domingo. On ne pouvait pas vous laisser comme ça. On vous a sorti un petit inside. On vous montre un extrait de ce qui vous attend dimanche matin pour le petit-déj. Tu volais comme ça, gros. En plus, toi, au début, t'es là, tu dis tranquille, nana, tu vas comprendre. Je te dis, bon, il faut que je m'y mette. Sinon, je vais ramasser. Et moi, je là-bas. Et là, tu montes dessus, tu gagnes là-bas. Ah, le bâtard. Parce que par contre, comment c'était parti, vous allez vraiment être comme ça. Ouais. Ah, mais Ce que vous pourrez voir dans cette vidéo de plus de 10 minutes. On est ravis. Hein, Presque 20 minutes, Erwan. On l'a vu. Hier, on s'est régalé. C'est passé vite. Ouais, super vidéo, on vous la conseille. Hein. C'est l'anniversaire de Tony Parker cette semaine, donc on souhaite aussi un très bon anniversaire, 41 ans pour le GOAT français. Il y a plein d'inside, il y a beaucoup de paniers, il y a beaucoup de choses là-dedans. Voilà. 20 minutes à regarder, ça passe très vite, t'as raison, Erwan. Je te le conseille toi aussi, hein, si tu aimes le basket, si tu aimes First Team et si tu aimes Tony Parker, vas-y. Parfait. J'ai l'impression que t'es au bon endroit. Je crois qu'on remplit les cases. Ouais, c'est ça, c'est bon. J'ai tout bon. Je crois qu'on remplit les cases. Allez, on se plonge tout de suite dans le sommaire complexe aujourd'hui, avec des news. Wemby aux Spurs, évidemment, on va revenir sur ce que ça représente et on va se projeter sur la future destination, normalement, de Victor Wembanyama. Harden qui devrait opt-out, et là aussi, on va essayer de se projeter. Et puis, on parlera un petit peu de Portland et des Hornets qui vont avoir des choix à faire en vue de la prochaine draft. Les finales de conf, on va commencer à l'Est, le plus chaud, le Heat qui, comme à son habitude, prend le match 1. C'était encore une fois à l'extérieur et c'était face aux Celtics. On ira ensuite à l'Ouest avec Jokic qui domine les Lakers, mais il y a là aussi beaucoup de choses tactiques à dire. Et on finira avec le quiz où Thomas rayonne. Théo, je te préviens, Thomas en ce moment rayonne sur le quiz. Il est imprenable sur le qui suis-je. C'est toi qui l'as pris la semaine dernière? Non. Allez, j'ai mis un coup de pied dans une table même. Tellement... La semaine dernière, ça? Ah ouais, c'est vrai que ça passe vite. Qui on a... J'ai oublié qui était le dernier joueur qu'on a trouvé. Karl Landry, en effet, c'est moi qui ai trouvé. Ah oui, effectivement. Karl Landry. Pour Karl Landry. J'espère continuer parce que je suis quand même sur 5 semaines, 4 victoires en 5 semaines. Donc la loi des statistiques est pour nous. J'ai l'impression. Et des probabilités là. Il faut jouer rouge. Et au quoi qu'il arrive, même si c'est pas moi qui le prends, faut que ça soit. Il faut pas. C'est pas les plus. Voilà, c'est le but. C'est un peu petite. C'est un peu petite bite, mais c'est comme ça. Allez, avant de se lancer dans les news, toute l'équipe First Team voulait quand même adresser ses condoléances et ses pensées à Chris Ellis et ses proches, photographes de passion, qui était parti, l'un des pionniers, qui était parti aux États-Unis vivre de sa passion sur les bords de terrain de NBA. Il nous a quittés cette semaine. On pense forcément à lui et à tous ses proches. Les news. Fini le suspense. On sait que Victor Wembanyama désormais va, sans nul doute, atterrir dans cette franchise ô combien connue des Français, la franchise des San Antonio Spurs, direction donc le Texas pour Victor Wembanyama, qui avait l'air soulagé, Thomas, puisqu'on a eu la chance de le vivre avec lui en live. Oui, absolument. On était parmi les privilégiés, on était 150 quand même, au siège de Nike pour vivre ce moment avec sa famille, ses proches, des personnalités très nombreuses venues célébrer ce moment parce que c'était vraiment le but de cette soirée. On a stressé, entre guillemets, jusqu'à 2h15, 2h20 en regardant ESPN. Et donc la fameuse annonce, les Spurs remporte le gros lot, on en est là. Au vu de la réaction d'abord de San Antonio, des Spurs, de la franchise, on comprend que c'était très important de tomber sur ce premier choix de draft. Et au vu de la réaction de Victor et de ses proches, c'était l'endroit où il voulait atterrir. Voilà ce qu'on a ressenti dans cette soirée, vu la célébration de tout le monde, c'était l'endroit à rêver. Il a même dit qu'il avait une prémonition le matin, il a fait une vidéo en disant « ce soir, ce sera les Spurs ». Donc voilà, on est ravis d'avoir pu vivre ce moment, on est ravis surtout pour la famille qui est très sympa. Voilà, un très beau moment. Les Spurs, toi, c'est ce qui te bottait aussi, c'est ce que tu espérais, tu nous as confié en off. Ouais, franchement, je trouve que c'est très bien pour la franchise et pour Victor, parce qu'au-delà de la qualité de l'équipe ou du coaching staff, c'est la stabilité de la franchise en fait que je trouve vraiment intéressant. On sait qu'il ne sera pas sous les spotlights comme il aurait été dans une équipe plus grosse, et que en fait, ce que je trouve vraiment intéressant à San Antonio, c'est la capacité qu'ils ont quand même à faire progresser les joueurs sur la durée, à trouver changer même les principes de jeu s'il le faut pour que ça colle avec leurs meilleurs joueurs. Donc je pense que c'est vraiment la situation
situation idéale pour Victor et pour San Antonio, bien entendu. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves, en fait. C'est ça le truc, c'est que... Alors, il y a plein de choses à raconter. On va parler de Tony Parker, on va parler des big men. C'est passionnant, mais il arrive dans une organisation qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Ça fait 20 ans, 25 ans que c'est la meilleure organisation. Certes, ces dernières années, sportivement, c'est plus compliqué, mais c'est aussi l'histoire de cette franchise, de récupérer un premier choix de draft et ensuite de partir sur 20 ans de domination. Alors, on n'oublie pas George Gervin avant tout ça, mais il n'empêche que cette franchise historique a prouvé pendant tant d'années qu'elle a été capable de recevoir un cadeau du ciel, entre guillemets, avec un premier choix de draft et de construire avec et autour. Donc, il est content d'y aller parce qu'il sait où il va atterrir. Et tout le monde en a parlé énormément. Les Spurs sont une franchise sûre et bien gérée. On adore raconter les histoires et on voit Robinson, qui avait été MVP, champion ensuite, Duncan, double MVP, multiple fois champion. Donc on souhaite et on imagine le meilleur pour Victor. J'ai eu ton avis sur les Spurs, j'ai eu ton avis Théo sur les Spurs, mais on va demander à notre pôle national ce qu'il en pense. Il était hier sur le plateau de Clutch où il a brillamment remplacé un être d'exception. Il nous donne son avis sur les Spurs et je crois qu'il est plutôt d'accord avec vous. Je pense qu'avec Wembanyama, finalement, tu arrives à un seul trade, un bon trade, pourquoi pas un meneur, en tout cas un arrière, un combo, de jouer potentiellement les playoffs déjà dès l'année prochaine. Ouais, j'avoue. Et d'être tout de suite dans une autre dynamique que celle qu'elle a été. Après, dans le cas inverse, comme tu disais, potentiellement, où Wembanyama, finalement, ça fait un été un peu calme chez les Spurs, Wembanyama, loin des paillettes des plus gros marchés, comme tu disais, aux Spurs pourra commencer à lancer la machine NBA et c'est aussi une bonne chose. J'ai l'impression que ce fit Spurs, il marche bien parce que tu peux avoir tous les scénarios. Dans tous les scénarios, je trouve que ça convient bien à ce que va pouvoir faire Victor l'année prochaine. Donc c'est très intéressant. Voilà, on est tous d'accord sur le fait que c'est sécure d'arriver quand même dans cette franchise qui sait plutôt bien travailler. Ça fait des mois qu'on débat sur je le préfère là, il va tomber là, alors que ça reste une loterie. Là, on va quand même pouvoir se projeter sur des choses un petit peu plus concrètes. Et la première question que j'ai envie de te poser, Théo, comment tu imagines les premiers pas, la saison rookie de Victor Wembanyama dans ce cadre Spurs coaché par évidemment l'imminent Greg Popovich? Et je pense qu'encore une fois, tout est en place pour qu'il puisse faire vraiment une bonne première saison, une bonne saison rookie. Je pense que c'est quand même un joueur qui peut... Alors, faut pas non plus s'attendre à ce que San Antonio fasse les playoffs ou soit champion l'an prochain. C'est pas du tout ça. Mais je pense que c'est un joueur qui peut avoir un impact sur le jeu et sur les résultats de son équipe assez rapidement. Et encore une fois, ce que je trouve très intéressant à San Antonio, c'est que je pense que tout sera mis en place pour... lui permettre de progresser et en même temps pour le préserver aussi. Ils savent que le plan, c'est pas d'aller trop vite. Ils vont lui laisser le temps de se développer. Donc je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une belle saison de Victor et notamment, je pense, à un impact aussi sur les résultats de San Antonio. Moi, je te rejoins complètement. Il y a beaucoup d'attentes. Donc, on sera tous là à surveiller ses premiers pas, les premières stats, le premier machin. Mais c'est un projet, Victor. Un projet sur une carrière. Son but, c'est de finir Hall of Fame. Et pour finir Hall of Fame, il va falloir dominer 10, 15, 20 ans dans cette NBA. Donc, il arrive dans un environnement qui est sain, encore une fois, là où il va pouvoir performer en tant que numéro 1. Keldon Johnson va entrer dans son très bon contrat. Il a fait de très bonnes choses cette année. Il a montré de vraies, réelles qualités. Victor, c'est sur le papier un joueur qui est largement plus fort et qui est déjà largement plus fort, j'ai envie de te dire, et qui, dès l'année prochaine, je te suis complètement, va avoir de l'impact. Bien sûr, en attaque, de toutes les qualités qu'il est capable d'avoir déjà, mais défensivement, c'est déjà pour moi vraiment un fort joueur NBA défensivement. Donc, si tu ajoutes ce type de qualité à un coach référencé et à une équipe qui a envie de se faire la passe, qui a envie d'aller sur le step d'après rapidement, c'est que positif. On ne peut pas être négatif sur l'arrivée de Victor à San Antonio. Et la grande info, c'est qu'il y avait peut-être les Rockets. D'ailleurs, il y a eu la réaction de soulagement du fait que Victor n'aille pas aux Rockets. C'était plutôt marrant à voir. Je crois que tu as eu la même chez toi quand tu n'avais pas envie de le voir là-bas. Il y a pareil les Hornets, donc il n'ira pas chez les Hornets. L'info quand il déboule chez les Spurs, c'est qu'il va être le numéro 1. Tout de suite, à Portland, il aurait forcément partagé, voire été derrière Damian Lillard. Avec les Hornets, il aurait dû partager avec la Melo Ball. Là, chez les Spurs, on va voir d'ailleurs le potentiel 5 majeur. Ça va nous intéresser pour la suite. Mais c'est lui la clé centrale du futur projet Spurs, c'est lui et personne d'autre. Bah oui, c'est clair. De toute façon, on l'a vu, la réaction des dirigeants des Spurs. Des joueurs même, hein. Ouais, des joueurs, mais bon, les joueurs, c'est autre chose. Les joueurs, c'est des fusibles. Hein. Là, on peut noter les noms. Ça se trouve que dans 2 ans, il n'y aura plus aucun de ces mecs-là. Parce que c'est la réalité de la NBA, que c'est un business et tout. Mais en revanche, les dirigeants n'attendaient que ça.
voilà, il voulait Victor Wembanyama parce que c'est un talent générationnel, parce qu'on en fait des tonnes d'un point de vue médiatique, mais parce que c'est mérité. C'est un basketteur déjà hors norme, donc toute la tête de cette franchise se dit mais les gars, là c'est vraiment le gros lot, on a gagné une nouvelle fois, pour la 3e fois en 40 piges, au loto. Donc voilà, j'ai hâte de voir maintenant. Donc là, je veux le 5 majeur. Sachez que le 5 majeur n'a aucun sens à l'heure actuelle. C'est marrant de le faire. On adore, voilà. faire ça, mais ça n'a aucun sens de le faire aujourd'hui. L'été sera magnifique côté Spurs, puisque certes, ils vont récupérer Victor Wembanyama, ce qui laisse plein d'idées. Forcément, quand on est un GM et qu'on construit une équipe jeune, avoir Victor, c'est quand même plutôt excitant. Et en plus, ils ont du pognon. On peut imaginer cet été qu'ils puissent attirer un free agent qui leur fasse gagner aussi du temps autour de Victor. Ouais, c'est clair, surtout pour l'encadrement du vestiaire en fait. Mais moi, ce que je trouve intéressant vraiment, cette équipe des Spurs, j'ai trouvé surtout dans la première partie de saison, avant qu'ils se rendent compte qu'il fallait qu'ils mettent le frein à main s'ils voulaient vraiment aller choper Victor. Ils ont bien su le faire, hein. Mais ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Mais c'est vrai que le début de saison, je trouvais qu'il y avait quand même un fond de jeu. Moi, j'aime beaucoup Jérémy Sohan. Je pense que c'est un mec qui a un énorme potentiel et qui est parfait pour jouer à côté d'un mec comme Victor, vraiment. Et donc, il y a déjà de quoi faire. Effectivement, ça manque de vétérans, je pense, pour cadrer le vestiaire aussi, puis apporter un peu de stabilité. Parce que ce qui est intéressant aussi avec San Antonio, c'est que même si on sait qu'ils vont prendre leur temps, ils sont quand même dans l'apprentissage de la gagne avec leurs jeunes. Et donc, ça va pas être non plus comme certaines équipes, comme on se rappelle des Cavs, quand ils avaient pu choper Kyrie Irving rookie. Puis après, pendant 3 ans, tu dis, mais l'équipe, elle va nulle part. Il n'y a pas de direction. Et ils enchaînent que des défaites. Là, même s'il n'y a pas la pression, il n'y aura pas de pression de résultat. Je pense qu'il y a une vraie volonté de former ces jeunes joueurs à prendre les ficelles pour qu'ils soient performants à moyen terme. C'est clair que c'est un centre de formation plus, t'as raison. Maintenant, il y a une réalité, c'est que leur souhait, ça va être de gagner des matchs assez rapidement. Donc assez rapidement, c'est quoi? C'est à moyen terme, 1, 2, 3 ans, admettons, et qu'ils ont du cap. Donc quand tu as du cap, il faut dépenser l'argent en NBA. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On a tous en tête un meneur de jeu, pourquoi pas un vétéran. On sait que Fred VanVleet est en fin de contrat, est-ce que ce sera lui? On verra. Samir Hamoudi, sur Twitter, on embrasse Samir, a eu une idée intéressante. J'aimerais bien avoir vos avis, messieurs. Chris Paul est dans une impasse. Chris Paul ne sera plus jamais le joueur dominant qu'il a été, mais ça reste un général, un joueur d'expérience et un mec qui, si tu le mets dans ce type d'équipe-là, eh bien, progressera tout de suite. Il lui reste 2 années de contrat à fort salaire, mais quand tu as du cap et que tu as besoin de ce type de choses-là, j'ai l'impression que Chris Paul peut être une super idée pour débuter avec Victor. Moi, j'aime bien l'idée. Puis on sait qu'en NBA, il faut claquer son pognon. Et qu'aujourd'hui, je pense que les Spurs, ils ont Victor, mais c'est pas cet été qu'ils ont trouvé leur futur meneur, avec lequel Victor va faire toute sa carrière. Pour le coup, j'aime l'idée de Chris Paul. Et quand je pense à Chris Paul, qui possiblement pourrait venir aux Spurs, je pense au Chris Paul qui est arrivé à OKC. OKC, ouais. J'aime. On sait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas cette fibre de vouloir partager, de vouloir apprendre aux plus jeunes. Je pense que Chris Paul a ça en lui. Aujourd'hui, pour moi, dans une équipe qui veut jouer le titre, il a plus sa place. Au son salaire, surtout, voilà. quoi. Il n'y a aucune équipe qui joue le titre qui va absorber ses 2 ans de salaire en disant « tu vas être mon meneur titulaire ». J'y crois plus une seconde. Avec ses blessures, son corps le lâche et en plus le passif qu'il a en play-off, j'y crois pas trop. Moi, j'aime cette idée-là. Honnêtement, parce que j'y ai pas pensé, ça m'a pas sauté à la gueule, mais quand je l'ai lu, je me suis fait et pourquoi pas? Tu gagnes tellement. Tu vas jouer au basket, tu vas jouer juste. Lui, je pense qu'il peut peut-être aussi s'éclater à finir avec Victor. Et puis, il peut toujours gagner son pognon. On sait que c'est aussi important. Moi, je vois pas une équipe aujourd'hui qui veut jouer le titre, qui va filer les rênes à Chris Paul avec les salaires monstrueux qu'il a. On savait que quand il avait signé aux Suns, ces 2 dernières années de contrat, elles allaient être très toxiques pour une équipe qui veut jouer le titre. Bon, il est en plein dedans. Ouais, c'est clair. Après, je suis d'accord. En fait, ça a beaucoup de sens pour les Spurs, mais je sais pas. Finalement, son passage à OKC avait été excellent, mais pour lui, il savait que c'était une période de transition. Là, ça serait pour finir sa carrière. Je pense qu'il rêve malgré tout encore de gagner un titre. Je partage ton avis. Je pense pas que ça puisse être la 3e option d'une équipe qui joue le titre. Par contre, voilà, est-ce qu'il trouvera une place en tant que remplaçant de luxe, entre guillemets à ce prix-là, après, il y a le prix. Non, je suis d'accord. Après, à 3 000 €, il y a un appart, je pense que les équipes vont le prendre. Mais ce n'est pas le cas. On est d'accord. Mais c'est pas le cas. Mais c'est le choix qu'il va devoir faire, parce que de mémoire, je crois que ces 2 dernières saisons ne sont pas totalement garanties. La dernière, donc, la dernière est garantie partiellement. Toujours, mais il faut le couper tôt dans la saison. Donc, on connaît cet adage. En tout cas, il y aura pas mal de choix à faire. Même si l'équipe restait en l'état, ce qui est peu probable, hein, honnêtement.
voilà, j'ai envie de voir Victor dans cet environnement-là, j'ai envie de le voir s'éclater, j'ai envie de le voir faire des stats aussi, parce que c'est ça la NBA. Et Victor, là en tête, moi ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il part toujours d'ambition. Hier, sur Beansport, hier sur Beansport, quand on lui remet le trophée, il dit mais les gars, il y a encore un championnat à gagner. Donc ça, moi, cet état d'esprit me régale, et il sait aussi qu'il doit marquer les esprits. Il a l'esprit qui doit marquer ses esprits, c'est pas bien dit, mais que les stats comptent. Être à plus de 20 points dans le championnat de France, à plus de 10 rebonds, avec autant de contres, être meilleur scoreur, meilleur rebondeur, meilleur contreur, ça c'est des choses qu'il aime, Victor. Et donc arriver en NBA où le jeu est très ouvert, où il n'y a pas de prise à deux, où la saison régulière est un peu relâche, moi je suis sûr qu'il sera à 20 points par match s'il est tranquille avec son corps. Et je sais qu'il aura à cœur d'être à 20 points par match comme les illustres prédécesseurs, comme Luka, comme LeBron, comme Carmelo, etc. Du coup, on parle forcément de Victor et des Spurs. Et je ne sais plus du tout où je voulais aller. Si, la réaction de Tony Parker. Si on parle des Spurs, on parle forcément de Tony Parker. Il est allé de son petit tweet plutôt rigolo. Et il y a cette photo qui est ressortie où il avait tout jeune le maillot de Tony Parker. Voilà. À côté, c'est Michael Allard qu'on embrasse aussi, contre qui on a joué quand il était à Nanterre et à Gennevilliers en National 3. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu couper de la photo. Ça fait vraiment... voilà. On embrasse Michael Allard, qui était d'ailleurs qui a été un des coachs de Victor et qui était à la soirée de la loterie pique. On continue, on va voir un petit peu le board complet des équipes qui choisiront lors de la prochaine draft. Et en numéro 2, on sait que ça sera les Hornets. Et là, il va falloir faire aussi un choix, Thomas, entre Brandon Miller ou Scoot Anderson, sachant que Scoot Anderson, on est un peu sur les plates-bandes de notre ami Lamelo Ball, même si le style est différent. Est-ce que ça va être un choix un petit peu compliqué pour les Spurs de cet été? Alors, il y a deux choses à dire. La première, d'un point de vue plus général, les Hornets n'ont pas de chance. Les Hornets n'ont pas de chance parce que quand ils finissent deuxième, en général, le premier choix de draft, c'est un mec qui pèse. On se souvient en 92, Shaquille O'Neal. On se souvient en 2004, Dwight Howard. On se souvient en 2012, Anthony Davis. Et là, une nouvelle fois, malheureusement, ils n'auront pas le talent générationnel qui aurait pu changer le destin de cette franchise, qui, pour l'instant, n'est jamais allée en finale NBA. Donc c'est un peu dommage pour cette équipe. Voilà, première chose. Ensuite, tu as raison, Erwan, il y a Mitch Kupchak, donc l'ancien des Lakers, bien sûr, qui est président de la franchise et qui va devoir faire ce choix entre un super ailier d'Alabama, freshman avec beaucoup de qualité, un joueur NBA qui est passé d'ailleurs dans les mock draft deuxième depuis quelques temps, et qui est complémentaire de ta star, on rappelle que la star c'est Lamelo Ball, ou d'aller chercher Scoot Anderson, qui a un petit peu glissé ces derniers temps, qui est une bombe humaine, bombe physique, et qui est un joueur NBA en devenir sans aucun doute. On l'a vu de toute façon face à Victor avec les Ignite Team. Donc à voir quel sera le choix entre les deux. Pour la première fois dans la courte histoire, là, depuis le départ de Kemba de cette franchise, on peut imaginer qu'il fasse un choix complémentaire à ce qu'il y a déjà en place, plutôt que de prendre le meilleur joueur dans notre esprit. Donc Brandon Miller devrait atterrir du côté des Hornets. Donc on serait dans cette question qu'on se pose souvent autour de la draft, est-ce qu'on prend le plus gros potentiel, peu importe ce qu'on a déjà, ou est-ce qu'on prend quelqu'un de complémentaire? Apparemment, de ce qui se murmure, les Hornets iraient plutôt sur du complémentaire, même si Brandon Miller, attention, c'est un énorme... c'est pas non plus un choix par défaut. Vous le voyez sur le tableau derrière, au-dessus de la tête de Thomas, et derrière moi, les Blazers choisiront 3e, ou pas, puisque les Blazers ont laissé entendre que ce choix numéro 3 était, pour l'instant, négociable avec d'autres franchises pour récupérer un joueur majeur, ou des joueurs majeurs, et construire une équipe pour gagner le titre avec Damian Lillard. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, de Théo? Ils ont raison effectivement de garder toutes leurs options ouvertes. En tout cas, c'est quand même eux les grands. Enfin, bien sûr, les Spurs sont les grands gagnants de la draft, mais derrière de la loterie, mais derrière c'est vraiment les Blazers qui ont finalement choisi de tanker hyper tardivement dans leur saison, qui chopent le 3e pick, c'était inespéré. Effectivement, la question de fond, c'est savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent faire à court terme en fait. Je pense quand même, je serais très étonné qu'ils choisissent de repartir de zéro quand tu as un joueur comme Damian Lillard qui a signé la saison qu'il a signée cette année. La question du choix de draft, je pense que ça va vraiment aussi dépendre de ce qu'ils sentent du côté, ce qui se pressent du côté des Hornets, pour savoir s'ils peuvent avoir le joueur que eux voudraient avoir à la draft ou s'ils ont peur qu'il soit pris avant. C'est une équipe qui a quand même pas mal de choses à faire, qui a pas mal d'éléments aussi qui peuvent être intéressants. On sait qu'ils ont misé sur Simons, mais là, si tu peux récupérer un mec, un autre jeune très fort, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à échanger Simons? Ça dépend un petit peu du plafond que tu penses être le sien. Il y a plein de questions qui vont se poser vraiment à court terme. J'espère pour Damian Lillard qu'ils trouveront la meilleure option de manière à lui permettre d'enfin pouvoir jouer. On en a parlé à de nombreuses reprises tous les trois, mais jouer un peu plus que juste une sortie courte en play-off.
Vraiment, question intéressante pour les Blazers. J'avoue ne pas savoir précisément quelle est la meilleure option pour eux. Je pense que ça dépend vraiment quand même beaucoup du potentiel qu'on prête à Simons. Ok, moi j'ai envie de te dire que c'est une question philosophique carrément, sur la stratégie à moyen terme. Quand on a vu, Dis-nous tout, Spinoza. j'y vais. Non mais quand on a vu le troisième choix, sachant que Brandon Miller devrait partir en 2 aux Hornets, la première chose auquel on a pensé c'est le moment en fait, c'est le moment de laisser partir Damian Lillard. Tu vas récupérer un très fort meneur de jeu. Qui a laissé une porte entrouverte à un potentiel il y a départ. quelques semaines. Il y a tout à quelques fait, semaines. quelques semaines. Ce qui est pas rien. Hein. Bah, c'est la première fois depuis 15 ans, quoi. Donc, t'as raison. Moi, je me suis dit, mais ils vont prendre Scoot Anderson. Allez, faites péter tout ça. Allez chercher du choix de draft à foison contre Lillard. Repartir de zéro. Mais en fait, ce qu'on comprend depuis hier, c'est que Damian Lillard est ancré à Portland et il n'est pas question qu'il parte. En tout cas, la franchise compte encore sur lui. Donc, dans l'optique de gagner avec Damian Lillard, d'échanger ce troisième choix de draft, c'est une très très bonne idée. Ils ont des jeunes à potentiel. Tu as parlé de Simons, tu as raison. On peut parler de Sharp, on peut parler de... Ils ont plein de mecs comme ça dans l'effectif auquel on pourrait imaginer un bon futur. Il n'empêche que c'est pas une équipe qui fait le play-in cette année. Donc, comment tu fais avec ce troisième choix pour aller chercher quelqu'un de sérieux? On parle quand même de Pascal Siakam en face. J'ai vu une rumeur à Karl Anthony Towns, ça vaut ce que ça vaut. J'ai vu Julius Randle T'as vu aussi. Julius Randle aussi. Donc, le Scoot Anderson a une valeur en choix 3 très 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 haute. C'est le moment de faire un bon choix. En tout cas, moi, je le traderais dans l'idée de se renforcer à très court terme. Mais ça va être très intéressant en tout cas de voir les choix des Blazers cet été. Et puis on rappelle, hein, pour ceux qui découvrent un petit peu la draft, que une draft, il y a plein de surprises et c'est pas parce que tu n'as pas le numéro 1 que derrière il y a plein de grands et super joueurs qui vont arriver. On rappelle que des mecs comme Kawhi sont partis autour de la 15e place. Donc voilà, tranquille, c'est pas parce que tu n'as pas le choix numéro 1, un choix 2, 3, 4, 5, 10 ou 11 peut aussi des fois te devenir ton franchise player. Dans les deux sens, ça marche. Hein. Ça marche. On a vu beaucoup de numéro 2 ne plus être dans la ligue au bout de 5 ans. Ça marche. Lui, il est toujours dans la ligue. Il était numéro 2, il me semble, James Harden. 3. Numéro 3, t'as raison. J'avais un petit doute. Donc, numéro 3, James Harden, aux sorties de... De quoi, pardon? Quelle Arizona place State. Arizona State, trop facile pour toi, ça. Et donc, aujourd'hui, il est bien loin d'Arizona State. Quoique, notre ami qui s'est fait éliminer donc, en demi-finale de conf avec un match 7 mythique, hein, bravo mon barbu sûr, il célèbre notre ami Théo, va donc opt-out. Sa dernière année de contrat, on voit, il aurait pu toucher les 35,6 millions de dollars. Il va certainement opt-out, c'est pas officiel encore. Et donc, Si, ça y est, c'est il officiel. va opt-out, hein. Il va surtout aller Si, chercher c'est vrai. un autre deal de plusieurs années. Et les options qui s'offrent à lui seraient retour à Houston, re-signer à Philly ou débouler aux Suns. Ouais, alors dans l'ordre, c'est plutôt d'abord signer à Philly. Il opte parce qu'il veut toucher un nouveau contrat de 4 ans et toucher le pactole. Voilà, commençons par ça. Vous savez que ça arrive tout le temps, les joueurs qui optent et qui re-signent dans leur franchise. Commençons par ça. Voilà. Donc lui, son but, c'est de toucher de l'oseille. Il est plus de première jeunesse. Donc son but, c'est de encore une fois d'accéder à pourquoi pas. On pourrait parler de 200 millions de dollars. Donc ses conseillers le conseillent bien. Si le but, c'est de prendre de l'oseille. S'il devait être ramené à partir, ce serait terrible. En fait, c'est ça. Il y a une rumeur qu'il enverrait, il serait intéressé par les Suns. Bon, un retour à Houston, on en parle en fait depuis qu'il est parti, on en parle tout le temps. S'il devait partir, ce serait un aveu d'échec, mais terrible au vu de la manière de cette sortie de route au match 7. Franchement, s'il part, je pense que la macroéconomie de la NBA, les observateurs, Twitter et tout le monde va le démonter. Voilà, c'est le seul truc que je peux dire. Même s'il retourne dans sa franchise de cœur, si c'est les Rockets, j'ai envie de te dire qu'on va le démolir et ce sera mérité entre les promesses, entre ce qui nous a les accomplissements individuels et la sortie de route là, avec les deux sorties de route avec les Sixers. Ce serait un terrible aveu d'échec de carrière. Ouais, c'est clair. Moi, c'est surtout aux Sixers que je pense, parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne option pour eux, en fait. Soit James Harden part, soit il reste, mais tu es obligé de lui redonner de l'argent. La meilleure option pour moi, je pense, ce serait s'il pouvait malgré tout renégocier avec James Harden, le re-signer, pour ensuite pouvoir essayer de l'échanger à court terme. Mais finalement, Philadelphie récolte ce qu'ils ont semé. Hein. On sait que c'est son gars, Daryl Morey, qui est aux commandes. On sait qu'il l'a fait venir, que quand il avait renégocié, il avait dit, il avait laissé entendre qu'il prenait moins d'argent, etc. Mais tu sais, dans ces situations-là, que c'est ouais, ok. Mais en gros, c'est sous la table. On dit bon, dans 2 ans, de toute façon, on va te mettre bien, etc. Et tu vas re-signer chez nous. C'est compliqué la carte de James Harden quand même. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué dans ses accomplissements. Et puis c'est vrai que quand au sortir d'un match comme ça, partir des Sixers de cette manière-là, ça serait encore une fois, il mettrait encore de l'eau au moulin à tous ses détracteurs. Et Dieu sait qu'il en a, mais en même temps,
Il aime bien, il tend le bâton un petit peu, notre ami James Harden. En tout cas, ça va être encore une fois très intéressant pour les Sixers. De toute façon, l'été en NBA, entre les trades, les re-signatures, la draft qui arrive et les constructions des équipes, ça va être passionnant à suivre. On rappelle qu'ils ont toujours pas de coach. Hein. Ils ont toujours pas de coach. Non mais Ça va arriver. c'est important, c'est important. Et c'est pas nouveau, ça, si? Ah, pardon. Ça fait 3 ans, je crois. Et ça dénonce ici, attention alors. Ce qui est passionnant aussi, c'est les finales de conférence. Et on va aller directement dans la conférence Est, où Miami mène déjà 1-0 face à Boston. À Milwaukee, à New York et désormais à Boston, le Heat voyage tranquille et partout chez lui. Hier soir, il y avait le match 1 donc, de cette finale de conférence, un remake de la saison dernière. Et le Heat est allé s'imposer 123-116 avec un Jimmy Butler fantastique, mais de manière générale, encore une fois, messieurs, on a vu une équipe du Heat, une impression collective, un coaching qui nous a encore une fois bluffé. Franchement, ils sont incroyables. Complètement. Franchement, ils sont incroyables. Dans toutes les previews qu'on a lues, vues et qu'on a faites, Boston est favori. Je crois encore que les Celtics sont favoris dans cette série. Mais il y a un truc, moi, qui m'embête un peu, c'est le côté on les sous-estime. On les sous-estime pas. Hein. C'est eux qui surperforment. Au vu de l'effectif, des forces en présence, des blessures, des machins, d'aller encore une fois mettre 123 points aux Celtics en étant mené de 13 à la mi-temps, de mettre 45 points dans un troisième quart-temps, c'est un record de franchise, ça n'a aucun sens. 46. Ouais, c'est 46, mais 45, je trouvais ça marchait aussi. Ça marche. Mais ils mettent 46 points dans un troisième quart-temps d'une finale de conférence. Mais tu sais, ça n'a aucun sens. Ils sont extraordinaires, ils sont tous très bons, ils sont tous hyper impliqués, ils ont une alchimie d'équipe fantastique, ils ont un leader incroyable, ils ont un coach magnifique. Gros, ils me régalent, voilà, 26-45, 46-25, bravo les Celtics. Voilà, j'ai envie de... Ouais, c'est un shout-out de ouf, je sais pas ce qui va se passer dans cette série, mais déjà, on peut dire qu'ils ont réussi, ils ont déjà coché le premier truc du contrat, c'est récupérer l'avantage du terrain. C'est clair, mais moi, je suis pas du tout étonné qu'ils aient pris le game 1. Moi, je pensais que vraiment, si Miami devait prendre un match, ça serait certainement le game 1 parce que Boston sortait d'une série en 7 manches avec un match un peu très particulier où je vais pas dire qu'ils avaient joué la finale avant l'heure, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions et je m'attendais à une retombée. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'ils le gagnent sur un carton où ils éclateraient le score comme ça. Je pensais que ça allait être plutôt une guerre de tranchées, que c'était la défense de Miami qui est très dure à cibler pour les attaques adverses, qui allait perturber Boston. Moi, la grosse surprise, elle est là en fait, dans ce troisième carton où effectivement Boston n'a pas existé défensivement, où Miami a pu faire ce qu'il voulait. Ça, c'est quand même une grosse surprise quand tu sais que c'est quand même une équipe qui, sur le talent et même offensivement, est limitée. Je veux dire, le troisième meilleur marqueur de l'équipe à la main cassée, je veux dire, le reste, on peut toujours le raconter. Il y a 7 mecs pas draftés dans cette équipe. C'est un truc de malade mental. 7 joueurs non draftés pour une finale de conférence. Dont 3 qui jouent 20 minutes qui sont à 15 points hier. Enfin, absolument, c'est pas les mecs qui sont tout au bout du banc. Bah oui. Il y en a 2 qui sont titulaires. Enfin, c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut avec cette équipe, effectivement, qui reste la constante, c'est que c'est pas une équipe qui va se tirer une balle dans le pied. C'est que s'ils doivent perdre, il faudra les battre. Et moi, c'était quand même la grosse différence sur ce premier match. Je pense quand même que Boston a les outils pour pouvoir espérer rejoindre la finale. Mais il y a une force mentale dans cette équipe, une cohésion qui fait que voilà, cette équipe, elle est dure à prendre, quelles que soient les circonstances. Pourtant, avant ce troisième quart-temps fantastique pour le Heat, dramatique pour les Celtics, la première mi-temps, Miami fait une bonne entame, rentre bien en son match, mais la meilleure équipe sur la première mi-temps, c'est les Celtics. Notamment, tu parlais de la défense du Heat. Spoelstra a ressorti sa petite zone qu'il aime bien face aux Celtics. Et là, pour le coup, les Celtics ont été parfaits. Quand je dis les Celtics, c'est surtout Marcus Smart qui a été parfait dans la passe, dans l'utilisation du pick and roll, qu'il les joue ou qu'il les pose. Ils ont été d'une justesse, d'une patience, les Celtics, en attaque, sur cette attaque de zone. Et finalement, c'est presque un miracle qu'il n'y ait que 13 points d'écart, tant les Celtics ont été excellents. Le problème des Celtics, c'est que sur le retour du troisième quart-temps, il y a eu une adaptation défensive de la part, évidemment, du Heat, ce qui est normal, parce qu'en première mi-temps, ils étaient dominés au rebond offensif, et derrière, tout ce qui est patience, lecture, mettre la balle au bon endroit, on est retombé dans... Oh là, ils ont adapté... Précipitation, choix de tir de merde, ISO, mais sans que tout le monde comprenne que c'est une ISO, donc du coup tu as un spacing de merde. Ah, tu voulais jouer l'ISO?
Et d'un coup, et là, il se passe plus rien. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça chez les Celtics pendant ces playoffs-là. Et t'as vu la stat sur Marcus Smart, à un moment, le liner, là, c'est le premier mec dans l'histoire des playoffs qui est à 10 passes avec un seul tir tenté. Après, il tente 2-3 tirs. Là, le liner, il passe. Je fais, mais attends, mais on est sur un match, mais ça n'a plus aucun sens. Il est incroyable. Il y a une passe au-dessus de Bam Adebayo pour Robert début de Williams. deuxième. Elle est exceptionnelle. Alors, clair. elle est comme ça, elle passe, mais fabuleux. Et t'as raison de parler de la première mi-temps, parce que Miami fait un bête de match. Il marque des paniers, il y a de l'adresse, Butler est fort et tout, mais il y a une meilleure équipe que l'autre. C'est les Celtics. C'est les Celtics. Mais à l'image de leur playoff, ils ont une tendance fâcheuse à avoir des bas très très bas. Alors parfois ça a été défensivement, James Harden quand il met 40 au premier match. Parfois ça a été dans la tête, les 3 premiers cartons du match 6 pour Jason Tatum et le finish qu'on connaît. Mais là, c'est sur un carton à domicile où tu encaisses 46 points. C'est une équipe qui est devenue d'attaque, on l'a beaucoup dit. La défense n'est plus la même que l'année dernière. Udoka, Mazzulla, machin, nanana. Mais là, c'est surtout mental, la différence entre les deux équipes. Tu as dit, c'est une équipe qui nous bluffe mentalement. Il n'y en a pas deux, en fait. Comme cette équipe du Heat en play-off. La culture des play-offs de cette franchise, elle est exceptionnelle. Mettre 46 points à l'extérieur avec des mecs qui n'ont pas marqué la première mi-temps, Max Strus qui se retrouve à mettre des filoches de l'espace et tout. J'ai dit, mais les gars, faut augmenter le niveau mental si vous voulez avoir une chance de les battre. Et la réaction de Mazzulla, je la trouve... il n'avait plus d'armes, il a lancé son truc par terre, tu vois, personne réagit. Gros, c'est bizarre ce qui est passé hier. On n'arrête pas de dire que cette année, la défense des Celtics, on ne retrouve pas cette impression collective de la saison dernière. Tu parles de Max Strus, tu as raison. Pour moi, Max Strus, il fait ce qu'il fait. Parfaitement, il met des 3 points qui font du mal. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire que Malcolm Brogdon, il s'oublie 2 fois dans le dos, comme ça, l'autre, filoche. Je trouve que ces Celtics-là n'ont plus la discipline de la saison dernière. Et que finalement, et surtout dans la mentalité, parce qu'on parle de mental, moi j'ai envie de rajouter la discipline. Et pour aller sur le mental, Théo, je trouve aussi que cette équipe-là, dans sa manière d'aborder les matchs, si on doit gagner les matchs, c'est par l'attaque. Ah oui. Et hier, on le voit, quand ils sont dans le dur, c'est par l'attaque qu'ils veulent revenir. Et qu'ils reviennent presque, mais c'est par ça aussi qu'ils le perdent. Ils reviennent, il y a un money time, ils reviennent. C'est l'attaque avant tout, et ça, je crois que c'est un changement assez fou d'une saison à une autre. Mais je pense que c'est quand même lié aussi au changement de coach, parce qu'on sait que Ime Udoka était avant tout un coach défensif. On sait aussi que la raison pour laquelle Robert Williams n'avait pas intégré avait pas tout de suite réintégré le 5 majeur, c'était pour favoriser l'attaque avec Derrick White qui était dans le 5 majeur. Et on a vu aussi l'impact que Robert Williams a pu avoir, même dans le match d'hier. Franchement, il a eu un impact vraiment intéressant quand il était sur le terrain. Ce qui est intéressant, je voudrais juste revenir sur la zone de Miami, en fait, parce que, en fait, comme toi en temps réel, je me dis, ils se font perforer dans tous les sens. À chaque fois, il y a l'axe central, il y a un joueur qui arrive et ils ont encaissé énormément de tirs à 2 points. Je me demande dans quelle mesure, au bout du compte, c'était pas un petit peu aussi voulu de la part de Spoelstra, parce que finalement, les Celtics ont pris beaucoup moins de tirs à 3 points qu'ils le font d'habitude. Ils ont beaucoup plus attaqué la raquette, effectivement. Et en fait, là où je trouve que Miami a vraiment calé, c'est offensivement aussi à la fin de la première mi-temps, où il n'y avait plus du tout de mouvement. Ils se sont mis à jouer un petit peu comme si c'était les 2 dernières minutes d'un match, avec beaucoup d'isolation, alors que dès qu'il y a du mouvement, notamment, je trouve que Kevin Love a un impact énorme sur la fluidité du jeu offensif de Miami. Dès qu'il y a du mouvement, ils ont mis la défense de Boston en réelle difficulté, comme tu le mentionnais, parce que là, ça manquait de niaque, d'envie, etc. Et dès que Miami s'est mis à jouer arrêté, c'était plus simple, en fait, pour Boston de défendre à ce moment-là. Mais tu vois, ça c'est une théorie qu'on peut trouver sur toutes les séries. On va en parler après pour les Lakers et les Nuggets. La bataille du rythme et du mouvement d'attaque. Maintenant, c'est vraiment l'adage de la NBA. On parle beaucoup du 3 points, de la transition, c'est normal. Mais qui va réussir à respecter le mieux son académie de jeu et de continuer à mettre du mouvement dans les fins de match? Bien sûr que dans les tout derniers moments, c'est de l'ISO. Et on va parler après de Tatum, sa fin de match qui est cata. Et celle de Butler qui est incroyable, c'est que de l'ISO. Mais dans les moments importants, dans tous les runs, c'est toujours l'équipe qui trouve du rythme, des drives, des passes, des kicks, des machins, et celle qui freine un petit peu son mouvement d'attaque, qui prend le run. C'est un truc qu'on pourra trouver conférence Est, conférence Ouest, de toutes les équipes de ces playoffs. Ce qui me bluffe avec le Heat, c'est leur entame de match sur le rythme. Et c'est qu'en fait, quand Kyle Lowry sort du banc, qui a un rôle qui lui va à la perfection, alors certes, il met des tirs, ou même les commentateurs font « Oh là là !» Ça fait partie du jeu en NBA. Tu prends des tirs fantastiques dans la gueule, malgré des défenses incroyables. Mais c'est que quand il ouvre son banc, Spoelstra, le Heat joue encore plus vite. T'as raison, il y a cette fin de première mi-temps. Mais sinon, moi, ce que j'adore... Pourquoi ? Parce que Caleb Martin rentre et que c'est un mec qui court. Ce que j'adore aussi, c'est que oui, il y a du rythme, mais c'est pas juste on shoot une passe, un tir. Il y a 3-4 passes par attaque et
moi, mes coachs, ils m'ont toujours dit le rythme. Passez-vous la balle. On sort quand même des Celtics, d'une série avec les Celtics qui ont joué contre les Sixers, où le rythme de passe, il y avait moins de rompiches. Ce que je vois chez le Heat, c'est oui, du mouvement sans ballon, mais le mouvement du ballon aussi. Ce truc de pam, 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 et ils mettent les Celtics dans le dur. Et si t'es pas une défense organisée, parce qu'on a vu Marcus Smart s'y coller, relever le défi de la défense, mais face à des attaques qui bougent aussi bien la balle et qui bougent autant sans la balle, si défensivement, collectivement, t'es pas prêt, eh ben, tu prends la marée et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en ça, moi, j'ai le rythme qu'impose, le pace que mettent les starters pour commencer. Bah, Adebayo qui remonte la balle, vroom, tout ça, ils les mettent dans les cordes et derrière le banc t'ouvre et il va encore plus vite. Waouh! Vrai casse-tête. Ouais, c'est clair. Mais c'était un vrai bon match de basket. Tactiquement, on a été parfois frustrés sur la série d'avant, Boston-Philly. Là, il y a deux coachs qui ont des idées d'attaque. Donc, du coup, il se passe beaucoup de choses. Et il y a un coach, là, pour le coup, qui a out-coaché l'autre. C'est encore une fois Eric Spoelstra qui a réussi dans ce troisième quart-temps et dans la fin de match à trouver les bons plays, à mettre les bons joueurs sur le terrain au bon moment. Donc, on revient aussi sur Mazzulla et le fait que ce soit un rookie. C'est un coach rookie. Donc, les coachs rookies qui vont au bout, même si ça arrivé assez souvent ces derniers temps, ça reste exceptionnel dans l'histoire de la NBA. Qu'est-ce qu'on pense d'avoir, côté Celtics, d'avoir lancé Pritchard c'est dur de lui tomber dessus, mais j'ai l'impression qu'il le met comme un petit peu un cheveu sur la soupe et qu'il se retrouve souvent défensivement sur Butler. Et on sait que le Heat, sur les mismatchs comme ça, il voit un peu, ça fait mal. C'est clair. En fait, c'est un peu. Pritchard, il défend dur, en fait. C'est juste qu'il est petit, en fait. Donc face à un joueur contre Butler. Non, bien sûr. Il y a des bons outils, mais ils sont un peu petits. Et pourtant, c'est un gros écrou qu'il faut. C'est qu'en fait, si tu le tentes, il faut qu'il prenne des tirs. Pour moi, s'il ne prend pas des tirs en attaque, tu te mets directement en difficulté parce qu'en fait, il se retrouve en défense où effectivement Butler il a fait venir tous les mecs jusqu'à ce qu'il ait le switch qu'il voulait et puis après il était indéfendable. Il a fait la même chose avec Malcolm Brogdon aussi, sur qui il a mis tout ce qu'il voulait pendant le match. Mais j'étais étonné de ça et je me suis posé la même question, tu sais, pour Duncan Robinson qui a pas beaucoup joué. Et en fait, je me suis dit, il est sur le terrain mais il prend pas de tir. S'il est sur le terrain, il faut que tu le mettes en capacité de prendre des tirs, sinon c'est du déficit direct, quoi. Donc il joue 12 minutes. Il joue 12 minutes, tu vois. Ouais, mais il prend défensivement chaque fois. Et pourtant, je te dis. Ils sont à 8, hein. Ils sont à 8 les Celtics. Hein. Derek White, Michael Brogdon et Pritchard. Il faut rentrer 3 meneurs de jeu, c'est marrant ça. Revenons sur la fin de match. Allons côté Celtics avant, parce que la fin de match côté Heat, elle est parfaite. Mais j'ai trouvé tellement une opposition de maîtrise de style entre les deux équipes que je veux d'abord qu'on aille sur les Celtics. Ils étaient à domicile. J'ai trouvé que cette fin de match, elle est illustrée par un homme, c'est Jason Tatum, qui perd 3 ballons, dont 2 marchés. C'est vilain. Dans le Money Time. Avant ça, il y a 3 ou 4 attaques où il touche pas la gonfle. Ça, on sait encore. J'ai l'impression que dans cette gestion de fin de match, on en revient toujours un petit peu au coaching et à ce qui se passe en interne, j'imagine. C'est que j'ai l'impression que le Money Time, c'est OK les gars, allez-y, c'est Money Time. Il n'y a pas de structure. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là du match? On sait qu'on a un mec très fort qui est Jason Tatum, on sait qu'il y a un mec comme Jaylen Brown qui est fort aussi, mais qui a la priorité, à qui on va chercher, et l'image de ça, c'est le spacing. Quand Jason Tatum perd la balle sur une passe, que Jimmy Butler la gagne assez facilement, ils sont 3 dans 2 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux une ISO? On va sur la ligne de fond. Non, tu veux faire un no-pick? Et ça, je me dis, mais on est en finale de conf et ils en sont encore là. C'est hyper bizarre. En fait, j'ai l'impression que finalement, l'excellente première mi-temps de Marcus Smart, où il a plus de 10 passes décisives, je crois, à la mi-temps, et je me demande dans quelle mesure ça n'a pas un peu handicapé le jeu offensif de Jason Tatum, parce qu'en fait, il s'est sorti du game set où il a tous les ballons, il est à la fois à la création et à la finition. Et là, finalement, sur les dernières minutes, quand la balle finit par lui arriver, parce que c'est vrai que il y a des possessions entières où il touche même pas le ballon. Moi, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas du tout en rythme et qu'il savait effectivement pas du tout par où prendre le problème, sachant que la défense de Miami est quand même pas simple ça bouge dans tous les sens. Il y a des moments où ils sont en match-up, à un moment ils vont passer de leur match-up à une indiv strict parce qu'ils ont les vis-à-vis qui les intéressent. Et effectivement, c'est ce que tu dis sur la différence de gestion des fins de match. Mais ça, c'est pas nouveau. Toute la saison, même tous ces playoffs et toute la saison, Miami était une des meilleures équipes sur les fins de match parce que Kyle Lowry, parce que Jimmy Butler, qui est un des joueurs les plus sûrs, qui est dans toute la ligue si tu as 2 minutes à jouer. Et Boston, ces problèmes d'assurance dans le clutch, ça a été toute la saison, clairement. Ouais, je te rejoins aussi sur
Le fait qu'il y a un homme qui passe au travers, il passe vraiment au travers, quoi. Là, Jason Tatum, quand il fait feinte, il fait marcher. saute, ouais. Et frérot, là, c'est des trucs de cadet et tout, ça te ressemble pas du tout. Limite, tous ces petits stop and go, hésitations et tout, il arrive pas à passer les gars, comme s'il était blessé de ses limites ou qu'il revenait de blessure. C'était un peu chelou. Et à côté de ça, il y a un gars qui fait, d'après moi, un bon match, Jaylen Brown, et qui ne touche plus la balle aussi. Donc il n'y a plus leur alternance, ni Marcus. Enfin, ça fait beaucoup. Et puis quand tu fais des paires de balles franches, balles directement dans les mains d'un autre queumé qui court et qui va au lay-up, oui, bon, bah, en général, tu perds le match. Mais c'est bizarre. Il y a la hiérarchie, il y a sûrement les inimitiés dans les équipes. On en revient toujours à Jaylen Brown. Est-ce qu'il est heureux, pas heureux? J'ai envie de te dire qu'il n'est pas heureux. J'ai aussi envie de te dire qu'ils sont au TD Garden et que c'est déjà leur 4e défaite des playoffs. Encore une fois, à domicile. Nuggets, Heat, Lakers, invaincus à domicile. Ils sont à 4-4. Et ça, c'est un drôle de signal. Restons sur les Celtics, mais ouvrons un petit peu le dossier de Jaylen Brown. J'ai envie qu'on en parle vraiment. Hier, il fait pas un mauvais match, maladroit à 3 points, 1 sur 6. Mais je retrouve pas le Jaylen Brown avec le collectif comme premier objectif. Je trouve qu'il a. Je vais peut-être un peu exagérer, comme j'aime bien faire par moment. J'ai l'impression qu'il est dans ce rôle de certains Américains qui jouent en Pro B ou en Pro A, de dire « Moi, je suis payé pour scorer, me demandez pas autre chose ». Je trouve que l'année dernière, il diffusait quelque chose défensivement même dans l'attaque, dans le playmaking. Je trouve qu'il diffusait plus de choses. Là, j'ai l'impression qu'il est en mode moi d'abord, moi je. Et ça se voit, je trouve. Alors, ça saute pas la gueule comme on a pu le voir avec d'autres joueurs. Mais je trouve qu'en tout cas, il y a un truc qui s'est cassé entre le collectif des Celtics et ce que fait Jaylen Brown. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, moi, la question que je me pose, c'est parfois, est-ce qu'il a pas raison, en fait, de dire que ça devrait plus passer par lui? Parce que finalement, hier, alors c'est une stat qui veut tout et rien dire, mais c'est lui qui a le meilleur plus-minus de toute l'équipe des Celtics. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Et en fait, ce que j'ai... Plus 3. Plus 3? Ouais, tous les autres sont en négatif. C'est le meilleur. Tous les autres sont en négatif. Donc c'est pas. De toute façon, ils ont perdu le match, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de joueurs en négatif. Mais en fait, je trouve que son profil est plus simple en fait. Quand il a la balle, il va jouer, il va être agressif des deux côtés du terrain en fait. Et je trouve que avec Jaylen Brown, je comprends ce que tu veux dire, mais je sais ce que je vais avoir match après match quasiment. Et je suis d'accord sur le fait que tu as l'impression des fois qu'il y a un collectif et que derrière, il y a lui qui est dans sa mission. Mais au moins, je me dis, lui, je sais ce qu'il va m'apporter match après match. Alors que Jason Tatum, il peut sortir un match comme celui du Game 7 au dernier match contre Philadelphie où il est intouchable, il rentre des paniers pas possibles sur Joel Embiid. Et après, passe à un match où je me dis, mais est-ce que c'est vraiment le même joueur? Et je parle pas juste de la réussite, je parle de la fibre en fait du joueur. Tu vois, de l'assurance. Je trouve que Jaylen Brown, il prend tous ses tirs comme si c'était le meilleur joueur sur le terrain. Jason Tatum, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, des fois, j'ai l'impression qu'il se pose encore la question de savoir si c'est à lui de prendre le tir. Alors là aussi, je grossis le trait énormément, hein, mais je pense que la déconnexion dont tu parles, c'est un vrai truc. Mais par contre, on en revient à ce que tu soulevais tout à l'heure, Thomas, sur la hiérarchie d'équipe. Parfois, je me dis, bah ouais, Jaylen Brown, il a raison de jouer en fait. Tous les autres ont l'air de se regarder. Et en fait, il joue quoi. C'est ça qu'en fait, c'est ça moi qui m'a choqué. Je te dis, hier, il fait pas un mauvais match. C'est peut-être même le meilleur Celtics. Mais à un moment donné, j'ai l'impression de dire, vous m'avez gonflé, je vais faire ça. On a besoin de ça. Vous y croyez pas, mais je vais le faire. Et ben du coup, qu'il ait raison ou pas, dites-nous dans les commentaires si vous avez cette sensation-là. Mais qu'il ait raison ou pas, il y a un décalage. Ouais. Et ce décalage, il se sent. Après, on verra sur la suite de la série s'il a raison ou pas, mais il y a pour moi un vrai décalage. Et quoi qu'il arrive, ça pose un problème. Ça pose un souci. De toute façon, il sera plus l'année prochaine, donc on peut en discuter. Ah, ça y est, t'as les infos. Bah non, mais je sais pas, pour moi c'est évident, ça fait plusieurs semaines. Hein. Oh, il y a des déclarations qui ne trompent pas. Soit ils sont champions, enfin quoique, je sais même pas si ça change quelque chose. Il peut repartir en champion, pour moi, Jaylen Brown ne sera pas là l'année prochaine. Il a besoin d'être première option. C'est une première option. Donc il aille être première option ailleurs. Donc, il ne le sera jamais à Boston. On a vu la fin de match ratée de la part des Celtics, par les attitudes, par le choix des tirs, par le spacing, enfin, rien calé. En face, c'est le masterclass. Et encore une fois, on sait qu'en fin de match, quand on dit « oui, c'est de l'ISO NBA », bien sûr. Mais l'ISO, c'est pas juste dire ISO. ISO, c'est où et à qui on donne la balle au bon moment. Important, quand même, de savoir dans ces moments-là qui a la balle. Et puis les autres, les 4 autres, ils sont pas comme ça, main dans les poches, n'importe où sur le terrain. Et là, on a vu que le Heat, encore une fois, à ces moments-là, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Jimmy Butler. Bah ouais, mais c'est plus facile quand c'est Jimmy Butler. Enfin, crédit au Heat, mais c'est plus facile quand t'as George Joe dans ton équipe. Gros, Jimmy Butler, c'est Michael Jordan. Hein. Je vous le dis vraiment, je répète, il aura jamais 6 titres, il aura jamais 5 MVP. Voilà, bien sûr. Mais c'est Michael Jordan, c'est le même joueur, c'est son fils. C'est-à-dire que c'est un mec au physique hors norme,
qui défensivement fait des écarts dans les interceptions, dans les duels. On l'a pas dit, mais on se posait la question hier. Qui va défendre sur Tatum? Jimmy Butler. Il n'y a pas de... Oh, moi je prends... Je suis dans Tatum, l'aide, je me mets dans l'aide. Je prends le gars, c'est mon job. Et j'ai le coffre. On se posait la question aussi. Est-ce qu'il a le coffre? Il a le coffre parce que c'est Qui se posait la Michael Jordan. question? Tu m'avais dit une fois, en début de... Il pourrait... D'ailleurs, cette année, hein, il peut pas... Les meilleurs joueurs c'est défendent pas... Je vais retrouver ça. C'est Kevin Mayer, mon gars. Non, mais moi, j'ai Jimmy dit, Butler. gros, lui, il peut jouer 48 et défendre sur le meilleur joueur adverse et mettre 30. Il est de cette trempe-là. Il a un truc, un mindset, un machin. Il est exceptionnel. Et dans les fins de match, quand t'as un mec comme ça, tu lui donnes la balle. Non, mais d'accord, Thomas. Je sais, c'est plus facile mais quand c'est lui que presque n'importe qui sur la Terre. D'accord. En face, ils ont quand même Jason Tatum, qui est. Oui, mais Dans les fins de match, et dans les fin fins de match, si on préfère donner la balle à Butler, je peux l'entendre, mais tu as quand même Jason Tatum qui sort d'un match à 51 points. Et arrêtez de croire que quand un mec met 51 points, ça fait franchir un pas collectif à une équipe. Je crois même que c'est plutôt l'inverse, parce qu'il y en a plein qui pensaient, ça y est, les Celtics, non, quand un mec met 51 J'espère, moi, en tout cas, perso. Hein. Mais non, quand un mec met 51 points, c'est une perf individuelle incroyable, mais collectivement, je suis pas sûr que tu en sortes grandi. Voilà. Bon, Bref. mais pas que ça. Mais Butler, oui, bien sûr qu'on lui donne la balle bien. Et j'adore ton analogie avec Michael Jordan sur le mid-range, sur je shoot à 3 points que quand je suis grand ouvert et que le jeu m'y oblige. Mais derrière tout le monde, il est bien placé, ça tue les aides. Et si tu viens aider derrière. C'est ça que je te dis. Moi, j'ai vu quand même deux équipes jouer le même money time avec des mecs en place et on donne la balle dans des bonnes conditions à Butler. À Jordan, et en face on est là, on se file la balle, on dribble, on se fait pas, on fait marcher. Sur ce match-là, c'est clair, mais je veux dire, non, mais ce que ça c'est pas juste Ce que Jimmy j'essaie de Butler. te dire, c'est que là, ce qu'on a vu hier soir du hit, la fin de match, personne n'est surpris. J'étais plus surpris parce que par le match 4 contre les Bucks, quand ils reviennent de -10 avec des tirs à 3 points, que là c'est une fin de match bien gérée, mais par un homme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que ce soit une œuvre collective. C'est encore le meilleur clutch player. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis juste qu'en fait, chacun fait son boulot. Oui, bah, En fait, jouer l'ISO, je le répète, jouer l'ISO, c'est pas juste tiens, on te regarde et je suis à 2 mètres de toi, vas-y montre. Le spacing, tuer les aides à l'opposé, c'est rien, mais par un bon placement, Théo, on tue des aides et donc ça te permet de jouer une ISO pénal. Enfin, moi, je suis désolé, ça m'a sauté à la gueule une équipe qui fait nimp et une autre équipe qui veut jouer, et les deux veulent jouer de l'ISO. Ok. Non, je suis d'accord avec toi, oui. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, Miami a super bien géré la fin de match, mais moi, j'ai eu peur à un moment qu'ils commencent à gérer trop tôt, en fait. Parce qu'ils se sont mis à jouer de l'ISO, il restait au moins 6 minutes 30, un truc comme ça. Et calme le tempo de foot. Et à nouveau, il n'y a plus du tout ce jeu de mouvement qui était là à chaque fois que Miami a fait l'éclat. J'ai eu peur que ça soit trop tôt. Et en fait, finalement, ce qui est incroyable avec Jimmy Butler, dont, je le répète systématiquement, mais moi, c'est un de mes joueurs préférés all-time, j'adore ce joueur, en fait, c'est que le gars fait très peu d'erreurs en fait. Il perd quasiment pas la balle. Là, il en perd 3, je crois. Mais derrière, il te fait, je sais pas, 5 ou 6 passes, 6 interceptions. C'est que le rendement qu'il a en fait entre ce qu'il va laisser sur la table et ce qu'il va aller prendre dans l'assiette de l'adversaire. C'est vraiment ça. À chaque fois, c'est 3 balles énorme, perdues, 6 interceptions, 7 passes D. Ouais. Et 5 rebonds. Voilà, donc effectivement, tu donnes la balle, mais ce qui est très fort aussi, et là je te rejoins Erwan sur la qualité du collectif. J'entendais l'ancien joueur NBA Tim Legler parler de ça. Il racontait que ce qui l'impressionnait le plus avec Spoelstra, c'était bien sûr les choix tactiques, etc., mais c'était surtout sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs et à les empêcher d'aller là où ils ne peuvent pas aller en fait. C'est-à-dire qu'un mec comme Max Strus ou même Duncan Robinson, quand il rentre sur le terrain, il va être en situation de ne faire que les choses qu'il sait bien faire et rien de plus. Et c'est ce que tu dis en fait, quand Jimmy Butler joue de l'isolation, les mecs savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et Jimmy Butler, il y a plein de fois où c'est aussi pour ça qu'il perd peu de ballons, c'est que s'il est coincé, il sait où il pourra trouver un soutien, ressortir la balle. Et ça, c'est systématique. Et tu as raison, sur la fin les fins d'attaque de Boston à la fin, c'était les moments où Jason Tatum perd la balle. Lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Quoi, en fait. Qu'est-ce que peut-être il part dans un dribble et tout, il y a un mec, il a 2 mètres de lui, il regarde, je fais quoi? Ah ouais. Et la passe transversale, celle-là, elle est terrible. Elle a un peu de la choc aussi, c'est bon. Personne, quoi. Bon, 1-0 pour Miami, il va y avoir un match de bravo pour la ref à Tim Legler. Tim Legler, ancien shooter des Bullets, qui a joué en France où? À Pau. Non, chez l'autre. À Limoges. Voilà, chez l'autre. Match 2, on sait pour le coup que les Celtics perdent souvent des matchs à domicile sur cette campagne de playoff. Par contre, c'est une équipe à réaction, souvent menée, mais qui est toujours passée pour le coup. On imagine un match 2, des Celtics à réaction, comment, pourquoi, je ne sais pas. Oui, comment si, ils ont la recette pour moi pour les battre. Ils ont la recette, faut jouer comme en première mi-temps.
Voilà, c'est tout bête, hein, mais ils ont enfin trouvé Robert Williams sur du aller-oop. Très dominant. Ils ont enfin trouvé des couloirs pour que alors fasse payer la différence de taille quand il y a un plus petit. Ils ont les armes, ils ont trouvé de l'adresse. Derek White est bon, Michael Brogdon est plutôt bon. Enfin, ils sont plutôt bons les mecs. Par contre, il faut tenir 48 minutes parce qu'en face, comme tu disais tout à l'heure, ils vont rien leur donner. Donc réaction attendue pour moi, match 2 pour les Celtics sans aucun doute. Remettre de la discipline. En première mi-temps, ils ont détruit le hit dans la raquette. Alors, tu as expliqué que c'était potentiellement aussi un choix au moins chargé à 3 points. Et on a vu que dès que ces Celtics-là sont un peu contrariés sur des adaptations, leur réponse à tout, c'est de tirer à 3 points. Et je reste persuadé que, notamment maintenant qu'ils jouent avec Robert Williams et Al Horford, je crois qu'il malgré tout, il devrait insister là-dessus à l'intérieur, parce que Robert Williams, hier, c'est 6 sur 6 au tir. C'est quasiment parfait. Et puis, même prendre des bons tirs, au rebond offensif, il leur fait énormément mal. Hier, Bam Adebayo est magnifique. Mais derrière, c'est Cody Zeller qui ne met plus un pied devant l'autre bichette. Donc, je crois que là-dessus, ils doivent aussi, avec Al Horford et Robert Williams, appuyer beaucoup plus sur ce secteur du jeu. Parce qu'à ce jeu du pace, de la course et du tir extérieur, j'ai l'impression que Miami va sortir gagnant de tout ça. Donc, à voir et mettre de la discipline. Moi, hier, je ne peux pas m'empêcher qu'il y a, sur 2 tirs au moins à 3 points de Max Strus, c'est un oubli complet de Brogdon qui est comme ça. Ils ont de la discipline. Je trouve qu'ils perdent des matchs sur de la discipline. En 46 points dans un carton, en général, c'est un peu de ta faute. Hein. C'est un peu de ta faute. Parce que ça sera dans la nuit de vendredi à samedi. Tout à fait. Parmi tout le beau week-end qu'on vous a dit en début d'émission, en plus on rajoute, enfin c'est pas nous malheureusement qui le produisons, on n'a pas les moyens. Pas encore. Parce que Rivers ne veut pas s'associer à nous. C'est exactement. On va pas laver le linge sale en famille. D'accord. Allez, on va tout de suite à l'ouest où les Nuggets, eux aussi, ont pris l'avantage et mènent 1-0 face aux Lakers. 53 minutes, me murmure Polo, 53 minutes de plaisir. Et c'est pas fini. Puisque donc on va parler de cette finale de conférence à l'Ouest où on a vu déjà un grand match de basket, encore une fois, entre les Lakers et les Nuggets, mais c'est Denver qui sort vainqueur 132-126, un match d'attaque. On a vu un duel aussi de mammouth entre Nikola Jokic et Anthony Davis. Thomas, on ne pouvait pas mieux commencer ces finales de conf, même si toi, Lakers fan, oui. tu te vois mener. Oui, bon après, je suis là pour parler de basket avant de parler de mon amour pour les Lakers. On a vu un bête de match. On a vu un super match. On a vu 2 super matchs d'ailleurs dans les 2 séries, mais pour le coup, là, dans la conférence Ouest, avec tout ce qu'on aime de cette conférence, beaucoup de courses, beaucoup de points, beaucoup de rythme, et une équipe qui m'a fait une très très forte impression, d'abord, celle des Nuggets, qui a déroulé son basket. Ils ont une alchimie d'équipe comme on a rarement vu dans l'histoire de la NBA, disons-le. En tout cas, ça fait 25 ans que je regarde du basket. Leur jeu d'attaque autour de Jokic est extraordinaire. De coupes, de trucs, de machins, de tirs à 3 points, de mecs qui arrivent à surperformer. On en revient encore là par rapport au hit. Ils ont été très très bons. Et malgré tout, en face, il y a une équipe avec beaucoup de résilience qui sait vous faire un money time. Donc je donne aussi énormément de crédit aux Lakers. De toute façon, pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Et on a vu un super match. C'est ça, Théo. On a vu les Nuggets dominer 3 quarts temps et demi presque, mener de 20 points. On a presque eu envie de se dire que le match était plié. Mais les Lakers, et c'est la force de cette équipe-là, se sont fait un money time. Ils ont même eu un tir où ils auraient pu revenir à 3 points avec un tir un peu olé de LeBron James. Ouais, c'est clair. Déjà, match de folie. Franchement, on voit sur l'adresse des 2 côtés incroyable. Sur ce que tu disais sur Denver, la capacité à générer des bons tirs, c'est incroyable en fait avec cette équipe. Juste avec Jokic à la baguette, c'est un vrai plaisir. Et effectivement, en fait, j'ai eu l'impression même qu'il y avait 2 matchs finalement. Il y avait le match tel qu'il a commencé, et il y a eu le match une fois que les Lakers ont fait des ajustements, notamment défensifs. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait que le match a été si serré à la fin. Le fait de choisir finalement de mettre Rui Hachimura sur Jokic et de mettre Anthony Davis dans les aides a vraiment fait une énorme différence pour la fin de match des Lakers. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'acheter effectivement une fin de match serrée. Après, sur la physionomie du match, moi, j'ai été pas du tout surpris. Je m'attendais à ce que Denver mette un rythme de taré parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'ils ont fait contre les Suns pour les mêmes raisons, en se disant de toute façon en face, leurs meilleurs joueurs, ils sont soit un peu vieux, soit un peu usés. Nous, il y a l'altitude en plus qu'on se mange toute l'année. Les équipes qui viennent sur le premier match, elles peuvent pas tenir le rythme. Et le rythme du premier quart-temps, c'est un truc de malade mental. Quand on voit même Jokic cavaler dans tous les sens, il encaisse des paniers, il sprint sur la ligne de fond pour faire la remise en jeu, il joue relance systématiquement.
Ça, je pense qu'il faut s'y attendre à nouveau sur le match 2. Et la question, ça sera vraiment de voir du côté des Lakers s'ils restent dans ces ajustements ou si ça bouge, quoi. On a vu le repli, Thomas, le repli des Lakers qui a morflé le jeu Encore. rapide. On sait que les Nuggets sont l'une, voire la meilleure équipe en transition de la NBA. Et on a vu que dans le dos, sur le repli, ça va tellement vite. Même Jokic, si c'est pas par la course, c'est par la passe, les outlets qui vont très très vite. Et derrière, par contre, ils ont que des avions de chasse, ça va à 200 à l'heure, quoi. Ouais, mais c'est bien scouté, Mike Malone, encore une fois. Alors, c'est à la fois une de leurs certitudes dans le jeu. T'as raison, t'as parlé des Suns, t'as raison. Et en plus, c'est un point faible des Lakers. Et c'est un énorme point faible, si ce n'est le point faible des Lakers, c'est-à-dire que les Warriors, quand ils ont couru, ils ont réussi à installer leur course sur la série d'avant, ils ont gagné les matchs. Donc c'est bien scouté, Mike Malone, bravo, t'as raison, le premier carton, il met 37 points. Mais gros, c'est un délire, ils font que de courir. Et KCP, c'est toujours... KCP, il a cette qualité quand même, c'est que il sera jamais le bénéficiaire de la première passe, mais toujours de la deuxième. Donc la première, c'est Jokic à son meneur, où Jokic a un joueur qui est au milieu du terrain. Et puis le deuxième, il y a toujours l'autre qui est déjà sous le panier pour mettre un lay-up ou pour créer quelque chose. En plus de ça, KCP est sur un niveau clé de Klay Thompson Game 6. Donc, il a tout pris, en fait, comme dans Space Jam, tu sais. Il a volé son talent. Donc voilà, ouais. D'abord, beaucoup de crédit à cette équipe des Nuggets et au game plan qui est de courir. Le truc du basket en playoff, c'est que courir, normalement, ça ne marche pas sur les fins de match. S'il y a une fin de match serrée. C'est pas comme ça que tu gagnes dans les fins de match. Non, mais c'est pas la course qui te fait gagner, hein. Jamais. C'est d'autres choses, on va en parler après. C'est le demi-terrain. On va revenir sur le duel qu'on attendait tous de Titan entre Nikola Jokic et Anthony Davis. On ne savait pas comment aller défendre les Nuggets sur Anthony Davis et on a vu finalement que c'est Nikola Jokic qui s'y est collé en bugne à bugne. Alors, les stats d'Anthony Davis, Thomas, sont monstrueuses. Ah ouais, mais finalement, Nikola Jokic, les gars, c'est pas... j'ai du mal à lui jeter la pierre, même si des fois, défensivement, on aime bien le mettre en lumière un peu ses carences. Hier, c'est pas sur du 1 contre 1 qui souffrent beaucoup les Nuggets. C'est beaucoup sur pick, short roll et le rebond d'Anthony Davis, même si sur ce secteur-là, les Nuggets sont dominés. Ouais, absolument, c'est le duel qu'on avait envie de voir. On aime dire que c'est ce qui va faire la bascule dans la série. Ils défendent l'un, enfin en tout cas sur 3 quarts temps, l'un en face de l'autre, et c'est du 1 contre 1. J'ai adoré ça, moi c'est ce que je veux voir, les duels de titans comme on vient de le voir. Et on a vu surtout 2 mecs qui n'avaient pas de réponse défensive à apporter à l'autre. Jokic démonte, sur le premier carton, démonte Anthony Davis. Vraiment, il le démonte. Des deux côtés du terrain. Parce qu'il y a des 1 contre 1 où vous avez cette action où il contre Anthony Davis. Je savais même pas qu'on pouvait contrer Anthony Davis sur du 1 contre 1. Je te jure, j'ai fait, mais attends. Pour moi, la clé de cette série, c'est combien de temps va rester sur le terrain Nikola Jokic. Quand je dis ça, c'est la fatigue, on peut dire ça, mais surtout les problèmes de faute. Nikola Jokic, sur ce premier match, il a aucun problème de faute. Il n'a aucun souci. Il défend propre, il défend intelligemment, il est exposé, mais il reste sur le terrain. Et dans ce cas-là, les Nuggets auront un énorme avantage s'ils arrivent à persévérer dans cette direction sur la série. Ouais, en fait, ce que tu disais sur le scouting des Nuggets, c'était parfait. En fait, vraiment, sur le premier carton, on voyait leur game plan. Ils se sont dit, de toute façon, si Anthony Davis va aider partout comme il a fait, parce que sur son niveau défensif, c'est un truc de taré sur ses playoffs. C'est un truc all-time, on est en train de voir. Exactement. Il ne pourra pas être à la fois dans les aides et au rebond offensif. Ils ont tout de suite ciblé le rebond offensif. Je crois que Jokic finit le premier carton avec déjà 12 rebonds, un truc qui n'a pas de sens comme ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très bien ciblé. La différence, effectivement, je pense que Jokic a un niveau... je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs d'attaque que j'ai vus dans ma vie. Et il n'y en a pas 50 qui sont devant lui. Et clairement, il n'y a pas de réponse. Le mec, il est inarrêtable, en fait. S'il ne te bat pas... Non, techniquement, il fait des moves. Attends, des flotteurs... Combien de flotteurs il a sorti contre les Suns, des flotteurs, tir à 3 points, tout ça. Il a sa palette offensive à lui. En plus, dès que tu fais prise à 2, il trouve tout le temps le mec tout seul. Il est indéfendable. Même sur le post-up, tu vois, quand il baisse complet Anthony Davis sur le retourné ligne de fond, boum, Thomas et tout, tu fais OK, d'accord, il est dans un grand soir. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, Jokic est injouable. Anthony Davis l'a été sur ce premier match. Pour moi, la question, si t'es les Nuggets, c'est te dire est-ce que Anthony Davis et LeBron peuvent jouer 42 minutes par match si on les fait courir non-stop? Est-ce qu'Anthony Davis peut enchaîner les matchs de très haut niveau? On a vu que sur ses playoffs, il a sorti des matchs d'un niveau de taré et puis derrière, qu'il y a eu quand même des trous d'air. C'est là, je pense, où ça va se jouer pour Denver. En tout cas, ce duel de pivot nous rappelle, on adore l'histoire, on est des Ariens, c'est un petit peu, nous rappelle forcément des grands duels de pivot. Vous allez voir, Tom nous a fait un tableau qui va nous plonger dans la nostalgie un petit peu. On pense notamment à Shaq face à Olajuwon. En 95, on pense à Olajuwon face à Robinson. En 95, David Robinson, il avait mangé. Et forcément, en 2023, Jokic Davis. C'est cool de revoir un petit peu. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on disait il n'y a plus de pivot NBA. Là, on se retrouve quand même avec un duel incroyable. Il n'y avait que des rim runners. Il n'y avait que des mecs qui faisaient des allers-retours, posaient des écrans, prenaient des alley-oops et mettaient des contres. Bon, bah là, on est sur 2 types de joueurs un peu différents, mais ils sont très bien accompagnés. Mais c'est comme ça qu'ils finiront. Hall of Fame.
est top 75. Bon, c'est déjà le cas pour Anthony Jokic Davis. fantastique, mais aussi Jamal Murray. Depuis 31 le début. points. Ah ouais. L'impact de Jamal Murray, il est fantastique pour les Nuggets. Il est très problématique pour les Lakers. Il va falloir là aussi faire quelque chose. C'est clair, parce qu'en fait, dans la série face aux Suns, comme tu avais Devin Booker d'un côté, qui était à un niveau stratosphérique pendant 5 matchs, et puis Jokic de l'autre, personne ne faisait gaffe à Jamal Murray. En fait, il fait d'excellents playoffs. Hein. Moi, je Il a trouve 26 qu'il... points par match, le mec. Avec un Attends, très bon pourcentage bah de ouais. réussite, je trouve qu'il anime vraiment bien le jeu. Quand le jeu à deux, lui, Jokic, c'est juste, tu sais pas comment tu peux défendre en fait. Sachant qu'en plus, tu as toutes les armes sur les côtés. Effectivement, je pense que là, finalement, Darvin Ham avait choisi de commencer en jouant vraiment small ball avec gardes, là, bien sûr. avec Schroeder dans le 5. Ça n'a pas été payant. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, je m'attends vraiment à ce qu'il change. D'Angelo Russell était dramatique sur le game 1. Ce qui a fonctionné avec Rui Hachimura, c'est vraiment intéressant du côté des Lakers. Je pense que les Nuggets ont la capacité d'exploiter malgré tout ce match-up et de le faire mieux que ce qu'ils ont pu faire sur la fin du match 1. Je pense que ça va vraiment être sur ces ajustements-là que ça va se jouer. Deux choses. On va revenir évidemment sur le tournant de la série. En tout cas, le premier tournant, c'est cette défense des Lakers adaptée. Mais avant ça, il y a le cas d'Angelo Russell qui interroge beaucoup après ce match 1. Et surtout quand on a vu les déclarations des joueurs des Nuggets qui disaient le game plan aussi, c'était de jouer toutes les possessions sur D'Angelo Russell. Ça va faire kiffer quand tu dis ça dans la presse. Hein. Ouais, mais au bout d'un moment, moi je suis désolé, t'es dans la Non, force mais- de l'âge, t'es un athlète, t'as le droit de faire les minima. À bout d'un moment, si t'as pas envie de le faire, tu t'exposes aussi à ce genre de publicité. Moi, j'ai aucune crainte qu'il sera meilleur au match 2. Vraiment, il a Pas montré. être faire, Alors, déjà, il était tellement nul que. Bref, voilà. Mais il a déjà montré sur les séries d'avant que c'était un mec à réaction. Je l'ai vu parfois mettre de l'intensité en défense et arriver à avoir beaucoup d'impact en attaque. D'ailleurs, à chaque fois que les Lakers prenaient l'avantage dans les séries, c'est parce que D'Angelo Russell était bon. Là, le souci, c'est que c'est un jeu de rythme, c'est un jeu où il est hyper ciblé. Et c'est un jeu où malheureusement on ne peut pas le planquer. Hein. Parce que si c'est Schroeder qui débute sur Jamal Murray, qu'est-ce qui lui reste? KCP, il s'est pris des backdoor fou toute la soirée parce que c'est un défenseur médiocre. Et sinon le dernier c'est Michael Porter Jr. qui va aussi le démonter physiquement. En Donc, plus, sur ce ça fait côté, beaucoup. sur ce collectif-là, ce que j'aime bien, il y a la création de Jamal Murray sur les pick and roll, il y a Jokic aussi qui crée, mais collectivement, des fois, il s'appuie aussi sur un flex. Il joue beaucoup sur des remises en jeu ligne de fond, ou même des fois, et KCP il se régale parce que tu choisis la coupe latérale ou la remontée, et là, si tu veux pas défendre, Ah bah oui. vraiment, C'est les- sur flex, si tu veux pas défendre, Ah ouais. bon, tu prends tout le temps, t'es au manège fou là, t'es dans les fêtes foraines, tu prends que des écrans plein la gueule, et l'autre, il se régale sur les curls, sur les tirs à 3 points. Donc, et c'est ça la grande qualité aussi des Nuggets, c'est jouer sur un joueur fantastique et Jokic, c'est le pick and roll extraordinaire de Murray. Et puis quand c'est ni l'un ni l'autre, un petit flexos des familles et du mouvement. Et ça, si tu défends pas, mais on va voir maintenant comment vont s'adapter les Lakers avec D'Angelo Russell. En tout cas, D'Angelo Russell. Est Quand sorti l'info est cette- claire, l'info est passée. Ouais, apparemment, il y a. Donc, c'est un truc c'est une rumeur, mais vous savez qu'il est en fin de contrat. Et la question, c'est est-ce que tu le sors du 5 ou pas? Le basket voudrait que tu le sortes du 5. Il faudrait le sortir du 5, mais il est en fin de contrat et les Lakers ont peur de le perdre. Voilà, ça, c'est la petite info qu'on a pu lire ici ou là. À voir si c'est avéré. En tout cas, il y a des choix à faire. Et là, on peut aller à fond sur la fin de match. Parce qu'en effet, tactiquement, Darvin Ham a une nouvelle fois réagi dans un match. Une sortie de temps mort, on a vu des choses offensivement, on va y revenir, mais d'abord, ce qui a sauté à la gueule à tout le monde, c'est de changer, de mettre Anthony Davis, comme fait un petit peu Memphis avec Jaren Jackson Jr., dans l'aide. Ça se fait beaucoup ces derniers temps. Et mettre Rui Hachimura, qui n'est pas connu pour être le plus grand des défenseurs, mais qui a un physique quand même, et que comme quoi, quand tu as envie de s'y mettre, eh ben, avec des physiques comme ça change un peu la donne. Il s'est mis sur Jokic, et Jokic, qui est fantastique sur ses débuts des playoffs, on a senti le Serbe un peu ronchon, un peu frustré, donc ça donne force. Alors, ça n'a pas suffi pour gagner, mais ça donne, Thomas, des idées pour la suite. Bah, ce qui est dingue, c'est que c'est une évidence en fait qu'Anthony Davis ne doit pas toujours être sur Jokic parce qu'Anthony Davis est trop important au sein de l'effectif, donc il ne peut pas prendre de faute. Pas qu'il ne défende pas. Hein. Il y a un gars qui est hors norme, le tir à la fin du 3e quart-temps. Bon bah, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et hein, c'est Davis, capable. il est dépité. Il est dépité, il fait une tête. Il aurait- il a deux doigts de faire un pardonneur. Il est relou, tu vois. Donc Anthony Davis, il faut le préserver quelque part, pas le préserver physiquement, mais le préserver il faut qu'il soit sur le terrain. Donc Hachimura, qui mine de rien est costaud, est plus petit bien sûr, mais qui va défendre différemment de Jokic, de Davis, pardon. Davis va attendre forcément un petit peu Jokic, là où Hachimura lui rentre dedans, il avance, il lui rentre dedans comme ça, comme Schroeder peut faire sur Steph Curry sur
sur la série d'avant. Et ça change tout, parce que tu as un mec qui t'embête, qui est là, qui grappille, cherche les ballons et tout. Puis si tu le passes, si tu arrives, il y a l'autre là, l'Albatros qui déboule et qui est capable de te gêner, voire de te contrer. J'ajoute à ça un truc très important, c'est que c'est au début du 4e quart-temps, c'est Jeff Green qui est sur le terrain. Et les Lakers font une impasse totale sur Jeff Green, qui est à l'opposé, où LeBron doit gérer 2 joueurs. Mais LeBron, il peut gérer 2 joueurs, parce qu'il a les capacités athlétiques et l'intelligence, et parce que c'est Jeff Green. Si c'est un autre joueur qui est plus fier à 3 points, ce serait une manière pour les Nuggets de combattre ça. Ouais, non, c'est clair. Surtout, ça a bien fonctionné parce que donc Anthony Davis défendait sur Aaron Gordon qui restait dans ce que les Américains appellent le dunker spot. Là, c'est en gros c'est short corner sur la ligne de fond. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est l'ajustement que Boston avait fait face à Philadelphie en remettant Robert Williams. En fait, ils ont joué comme ça en mettant Robert Williams qui était dans le dunker spot en se disant bah voilà maintenant Embiid va devoir choisir. Il pourra pas venir aussi haut sur les aides et rester sur Robert Williams. La différence entre Aaron Gordon et Robert Williams, c'est le physique en fait. C'est Aaron Gordon et il saute au plafond, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas la présence physique et le volume simplement de Robert Williams. Et même chose, Anthony Davis est bien plus vif sur ses appuis que Joel Embiid. Donc si tu joues comme ça, Anthony Davis, il peut venir bloquer l'intervalle et reprendre derrière. Le fameux aider reprendre. Ce que Brook Lopez a parfaitement fait toute l'année, par exemple. Voilà, exactement. Et donc je pense que la logique voudrait que Mike Malone fasse s'écarter Aaron Gordon dans ce type de situation. Et là, ce sera intéressant de voir effectivement ce que Denver peut récupérer enfin, comment ça peut animer le jeu offensif de Denver dans ces situations-là. Pour revenir sur D'Angelo Russell, effectivement, sur le 5, dans le 5, pas dans le 5, je pense qu'effectivement, il y a des chances qu'il reste dans le 5. Par contre, il y a des chances aussi qu'il sorte plus vite que ce qui a été le cas. Qui sont en jeu moins 23 de plus-minus. Terrible. Terrible. Dramatique. En tout cas, c'est ça le grand ajustement. C'est défensivement, si D'Angelo Russell reste sur le terrain, qui sort? On imagine que Vanderbilt devrait faire son retour. En tout cas, moi, j'espère, parce que Rui Hachimura est trop important en sortie de banc et beaucoup trop bon dans ce rôle-là. Donc, on peut imaginer un line-up qui a débuté les playoffs, donc avec Austin Reeves et D'Angelo Russell, l'un des deux sur Jamal Murray. Bon courage, messieurs. Le deuxième sur KCP. Bon courage au deuxième. Ensuite, on a du Vanderbilt, LeBron et Anthony Davis dans le front de court, en espérant, moi j'espère, que Vanderbilt sera sur Jamal Murray. Voilà, comme on l'a vu parfois sur Steph Curry, et qu'Anthony Davis commence peut-être sur Jokic, mais que rapidement ce soit un autre joueur qui déboule et que lui soit dans l'aide comme on a vu dans le 4e quart-temps. On parle beaucoup de la défense des Lakers et c'est vrai que c'est ce qui a sauté à la gueule, mais la sortie de temps mort, il y a ce choix défensif, mais il y a aussi en attaque, ce pick and roll, LeBron James, Austin Reeves, ce pick and pop où 2 fois on voit finalement qu'ils arrivent à surprendre les Nuggets là-dessus. Austin Reeves a 2 tirs ouverts à 3 points. La 3e fois, il attaque le close-out, il va là aussi créer une situation. Là aussi, Darvin Ham a senti le coup, il a appuyé un petit peu sur ce pick and roll central qui a sur la fin de match. C'est ça aussi qui offre le money time aux Lakers. Ouais, complètement, parce qu'ils ont ciblé Jamal Murray, en fait, sachant que si ça switchait pas, LeBron le jouait dos au panier ou l'emmenait sous le cercle, et là, c'était impossible. Et sinon, il y a les situations dont tu parles, où effectivement, ils ont essayé tout de suite de reprendre leur vis-à-vis, et ils se sont fait punir systématiquement par Austin Reeves, qui fait des playoffs de malade, un super joueur, vraiment. 100 millions, j'ai joueur l'impression. incroyable. Il aura ses 100 millions. Ouais, mérité. Il fait 23 et 8 sur le match. Les gars, on a parlé de beaucoup de choses, on a très peu parlé de LeBron James. Il est bon dans le match. LeBron est bon dans le match. Il est concentré. Alors, malheureusement, son équipe est cata dans l'intensité sur la première mi-temps. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en conférence de presse d'après-match. Mais ce qu'on va retenir, c'est les 2 ballons à la fin. C'est à 1 minute de la fin, ce ballon en tête de raquette où il prend un tir qui n'est pas à lui. Le problème, c'est pas que LeBron James, à 0 sur 4 sur le match, tire à 3 points. Le problème, c'est qu'il doit prendre un tir à lui. Et LeBron, là où il est le meilleur à 3 points, c'est quand il fait un peu fin de truc et qu'il se ramène sur son appui gauche et qu'il tacle. Là, il prend un tir simultané, un peu rapide et tout. Je fais, frérot, c'est quoi cette merde? J'aurais préféré un drive, des lancers francs pour se faire un rapprocher. Les autres, ils commençaient vraiment à souffrir. Les Lakers avaient le momentum. Et c'est ce qu'il fallait faire. Mais que LeBron tente ce tir-là, c'est LeBron. Tu vis avec. Voilà, t'as ça, et derrière t'as une action qui est mal gérée aussi, où c'est encore très serré, où tu sais, il perd un peu la balle dans la raquette, un petit peu chelou. Donc c'est les 2 actions que tu vas garder. Pourtant tu vois les stats, LeBron il est revenu à bon niveau physique. Les gars, match 2 ce soir, les Lakers n'ont jamais perdu 2 fois pendant ces playoffs. Oui, Qu'est-ce qu'on imagine comme scénario, comme match? Les Nuggets sont toujours invaincus aussi à domicile. Ouais, c'est clair. Je pense que le plan de jeu restera le même pour les Nuggets à peu de choses près. Enfin, le peu de choses près étant l'adaptation d'Anthony Davis, mais je pense que l'objectif sera le même. Mettre un rythme de taré au maximum. Je pense que chaque match où tu forces les Lakers à faire jouer et courir autant Anthony Davis et LeBron James, c'est systématiquement gagnant pour Denver. Et avec, encore une fois, je pense que
Ils vont continuer de cibler le rebond offensif comme ils ont fait au match 1. Effectivement, LeBron, son match, il est très bon. En fait, ce serait n'importe quel autre joueur, tu dirais c'est un match de malade. J'ai l'impression qu'il est un peu, tu sais, comme l'ordinateur qui est en train de downloader toutes les données, de regarder ce qui se passe. Je pense qu'il en a gardé un peu sous la semelle sur ce match-là. Si les Lakers arrivent à prendre le match 2, c'est énorme pour Los Angeles. Je pense que c'est vraiment peut-être potentiellement là où C'est la première bascule, quoi. où la finale de conférence peut se jouer si les Lakers arrivent à prendre ce match. Moi, je suis quand même assez confiant sur la capacité aussi du côté Denver à pouvoir passer à un niveau supérieur. C'est la première Enchaîner fois. les bonnes perfs, quoi. Moi, chaque fois, on se dit, ah, bon, ils ont fait un match extraordinaire, mais ils les enchaînent chaque fois. Les Ouais, Nuggets. c'est- Donc c'est- la tâche des Lakers, elle est incroyable. C'est la première fois que les Lakers sont menés dans ces playoffs. Ils ont toujours gagné le match 1 et ont été incroyables à domicile. Ils sont toujours vaincus eux aussi. Donc la recette pour moi elle est simple. T'as pas le droit de faire la première mi-temps qu'ils ont fait là. Ils sont à -20 direct, ils se sont cassés la gueule. Tu arrives avec le côté mort de faim que tu n'as jamais eu à voir entre guillemets dans ces playoffs, l'esprit revanchard, et cette équipe a ça. On a parlé de résilience et c'est exactement un descriptif pour eux. S'ils font le match de charognard, ils peuvent le prendre. Par contre, s'ils recommencent avec leur connerie là, de devoir être derrière le score, de courir après eux, de les laisser s'installer, de les laisser gérer le rythme, il y aura 2-0. Voilà, il y aura 2-0 pour les Nuggets. Mais 2-0, ça ne veut pas dire que tu as gagné la série encore. Donc, même s'il y a des fêtes des Lakers, je ne suis pas en train de dire que les Lakers passeront pas. Intéressant. On a vu en tout cas cette stat sur le rebond. Moi, je reste persuadé que là aussi, il va falloir qu'ils réduisent la voilure. Nikola Jokic, en plus de tout ce qu'il diffuse, tous les petits rebonds qu'il prend après, j'avais souvent parlé dans la preview, des rebonds 50-50, tu sais, là, ces petits ratés qu'il reprend, ça, faut... Ah, mais personne n'y arrive en NBA. Hein. Oui, mais Ça, t'as raison. Bon, mais Personne n'y a jamais alors, réussi. tu me le reprochais face aux Suns, et oui, je pense que les Lakers sont un peu mieux équipestres et que sur cet Oui. aspect-là, se le dire déjà, c'est peut-être faire un pas de plus. Voilà. Oui, mais non, ce que je disais sur les Suns, c'est qu'ils n'avaient pas les outils pour freiner Jokic. Moi, je pense que les Lakers ont beaucoup plus d'options et ils l'ont montré. Exactement. En revanche, ça, là, personne ne peut rien faire. Gros, il a un truc, c'est qu'il est grand, il a des bras. Tu sais, on se dit qu'il est gros et tout, mais en fait, il a des bras de ouf et il a surtout un sens du timing et un sens des espaces que seul Dennis Rodman avait presque. Hein. Que ça Mais soit tu au vois, rebond, que ça soit au rebond ou que ça soit même dans l'influence, on sait que Nikola Jokic, on ne peut pas le jour au lendemain le couper, mais en tout cas réduire. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que ce match 2 a une vraie saveur, c'est que sur la fin, on a vu les Lakers peut-être réussir à un peu contrarier Nikola Jokic. Oui. Et en cette période de l'année, c'est une exception de réussir à avoir contré un petit peu il a Nikola pas marqué de Jokic. panier dans le jeu, dans Ouais, le quatrième ouais, carton. la Ils l'ont fin. contrarié, clairement. On a vu passer le tableau de la stat quand c'était Anthony Davis et quand c'est Rui Hachimura sur la fin. Mais Rui Hachimura, c'est avec Anthony Davis derrière. C'est évidemment toujours quelque chose de collectif. On va pas envoyer ce bon vieux béninois japonais au sol au charbon. Illinois, japonais. Mais c'est beau de voir Hachimura, je trouve, se transformer comme ça avec la réputation qu'il avait au Wizard, d'être un peu scoreur, un peu élégant. Et Et lui là, aussi, hein, c'est une fin de contrat, je vous rappelle. Hein. Exactement. Et on sait que ça compte pour eux. Messieurs, c'est l'heure de se la mettre sérieusement. Allez, Erwan. Allez, Erwan. Tu pars en week-end derrière, c'est l'ascension. Il faut que tu prennes le quiz. Allez, Servino, viens, parce que là, il faut que je le prenne. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Ça va les gars? Pas La mal, forme pas mal. Je me disais en régie, est-ce que je suis pas un peu votre Victor Wembanyama? Vous m'avez vu grandir, vous avez vu le talent, vous m'avez recruté. Mais par contre, Le quiz tout de suite. tu n'étais pas le choix numéro 1. Ah, c'était qui? C'était clairement pas toi, en tout cas. C'était Hein. clairement pas toi. Ah On bah, va pas dire de nom, mais c'était pas toi. Parce que toi, t'as eu un glow-up, maintenant t'es beau gosse et tout. Victor a toujours été extraordinaire. Hein. J'espère que vous m'avez pas pris seulement pour mon visage. Non, heureusement d'ailleurs. Toi, c'est pas un système de draft et tout. Toi, c'est un système de réinsertion. Ah, j'ai bien fait de faire De cette. repêchage, comme disent les Canadiens, de repêchage. C'est Bien fait d'ouvrir ma bientôt la gueule. fin du bracelet d'ailleurs, non? Ça fait quoi, 3 ans maintenant? Ça va Théo? La forme. Merci. Quotidien On va est se pas mettre un facile. peu en jambes. J'ai fait un petit truc, c'est qui a drafté qui? Ça fait longtemps. Ah, Je pas vous mal, donne un ouais, joueur, vous me dites qui l'a drafté, vu que c'est un peu la mode en ce moment. Et puis après, le qui suis-je, évidemment. Allez, on commence avec Al Jefferson. Qui l'a drafté? Boston. Boston, ça Boston, parle. bien sûr. Kylori. Houston. Memphis. Houston. Memphis, Ah, mais Memphis, oui. bien vu, Memphis, bien vu. partout. Michael Bisley. Miami. Miami, c'est ici. Un partout, parfait. Darren Collison. Hornets. Les Hornets, Oui, oui, bravo. Bien vu. Ah oui. Kevin Serafin. Chicago. Ah, Chicago, bien et sûr, oui, je il est comprends. éveillé. Oh, bah merci. Bien réveillé. Pépère, t'as oublié Pépère derrière. Marcus Morris. Phoenix. Non. Ah, les deux. Ah non Ah mince, alors c'est À l'ouest aussi. Houston. C'était Houston, bravo. Et échangé sur la draft, du coup. Ils jouent ensemble ensuite. Il joue une saison aux Rockets. Hein, Marcus. Ah bon? Marcus Morris. Oui. Ah ouais. Joe Johnson. Phoenix.
Phoenix. Phoenix, bien sûr, Erwan. Bah Non, oui. Pas du tout. Boston. Et Boston, moi, je ouais. te dis oui, mais pas du tout. Ah oui, comment Je sais pas lire. là-bas. Réveillez, Pépère. Hein. Dirk Nowitzki. Milwaukee. 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 bon, celui-là. Bon, ça va. Chauncey Billups. Boston. Boston. Boston, bien vu, putain. Rachid Wallace. Washington. Washington, il revient. Les Bullets, ça, pour être précis. Oui, les Bullets, ça te fait plus, hein. Allez, il en reste 2. J.R. Smith. Hornets. Ouais, non, ouais, les Hornets. Denver. Hornets. Ah, Hornets, Hornets, Hornets. Oui, tu reviens à égalité, ça va jouer sur le dernier. Hassan Whiteside. Kings, Les Sacramento. Kings. Allez Allez, tu Je vais prends. mettre 30 secondes pour savoir qui était-il. On va d'abord, oublié enfin. que Hassan Ok. Whiteside, j'ai Hassan pensé à Whiteside. Hachim Tabit pour te dire. Ah, ouais, Donc, ouais. n'a Allez, rien à voir. Memphis, Hachim Tabit, si tu veux savoir qui l'a Tout fait. à fait. belle mise en Numéro 2 de jambe. draft, Numéro on se 2, ouais. souvient, mémorable, hein, bien sûr. Belle mise en jambe. Je t'attends pas là, Erwan. Théo, si tu peux l'avoir aujourd'hui aussi, ça Vas-y, je vais me m'irait donner, ouais. parce ça qu'il est très très fort en ce moment, Thomas Allez. Dufort. Je suis né le 14 mai 1978 en Californie. Je viens donc de fêter mes 45 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2011, après une dernière année du côté de la Floride. Mais, commençons par le commencement. Je fais ma fac quelque part. Oui, désolé, j'ai pas envie de donner trop d'infos. Il y va déjà. En même temps, je suis un peu une légende là-bas. Ouais, meilleur score all-time de la fac. Je serai aussi l'un des 3 seuls joueurs de la fac à être élu joueur de l'année de la Pacific 10 Conference. Lors de ma saison senior, je tourne à 23 points, 5,5 rebonds et 3,5 passes. Je montre surtout déjà mes qualités de shooter. Avec ces stats, je me présente à la draft 2000, Oula. où je serai sélectionné à la 37e position par le Heat de Miami. Je resterai 3 saisons en Floride, où Jason Kepono. où je m'installerai sur le banc. En fait, je m'installerai toute ma carrière sur le banc. Et ce, dès ma saison rookie. En 2001-2002, je joue presque 20 minutes de moyenne pour 8 points. Je jouerai une seule fois les playoffs lors de ma saison rookie, mais derrière ça, ce sera moins glorieux, avec la franchise de Miami. En 2003-2004, je suis free agent et je quitte le Heat pour les Clippers de Los Angeles. Butler. Je m'installe dans, Voilà. Pas mal, pas je mal. m'installe dans la rotation, derrière Quentin Richardson. Quintin. Niveau stats, je ne bougerai pas vraiment. Niveau stats, je ne bougerai pas vraiment. Je resterai qu'une seule saison à LA. Oh. La saison suivante va être bien plus mouvementée. En une saison, je vais jouer dans 3 équipes différentes. Oh, vache. Dans ma carrière au total, je jouerai dans 9 franchises en 11 saisons. Ok. Oh. Revenons donc à cette saison 2004-2005. J'enchaînerai Charlotte pour 13 matchs, puis Milwaukee pour 5 matchs avant de finir la saison à Sacramento, avec qui je jouerai les playoffs et le premier tour perdu face à Seattle. La saison suivante sera plus calme, seulement une équipe, celle de Steve Nash. Je signe chez les Suns, qui restent sur une finale de conf perdue. Damon Barbosa Jones. Pardon? Damon Jones. Enfin, Jones, Non. pas Damon, c'est Jones. Non, mais attends, non, c'est pas lui. C'est rien du tout. Ok. Attends, il est à Phoenix là? Je m'installe en backup de Nash, 17 minutes de moyenne. Oh, je l'ai! Eddie House! Eddie House! Ça sort là! C'est le 4. On s'en bat les couilles de Eddie House. Eddie House! Eddie House! Ah Je oui. l'aime tellement! Ah quoi, Phoenix, de fou! On s'en bat les couilles d'Eddie House. Arrête, Juan! C'est même pas un Il a joueur fait de- 2 ans à C'est l'OM, même pas arrête! un joueur NBA, mon frère. Un titre avec Putain. Boston. Hashtag Champion NBA, NBA, bah oui, oui, Eh légende. oui, Eddie House. Ah oui, je Le l'ai! mec a jamais posé un dribble. ce Il a bâtard, jamais là. posé un Putain. dribble. Il avait un beau shoot par contre. Putain. Bravo, Thomas. Merci. Ah, je suis content là, ça fait 6 semaines. M'a hein. niqué mon week-end. quoi. C'est pas possible. Attends, je m'assois sur le ballon. Je m'assois sur le ballon parce que j'ai très mal au fion. Bravo Thomas. Merci Théo, c'était très cool. Merci, Théo. Vous prochez sur. C'est bon. Tu te calmes maintenant. Tu es le mec. Donc, prochain MOOC, vous êtes dessus? Ouais, on est d'arrache-pied dessus. D'ailleurs, il nous manque quelques articles. Oui. Je fais avec des gros clins d'œil, mais Le message est passé. on est à fond dessus. On a vu le 5e mail de relance. Le 5e mail de relance, voilà. Tout se passe bien, alors c'est bon. Bon, très bien. Bon, ben Tom, Bah, on gros se. week-end, Ouais, bon week-end à tous, gros bon week-end de week-end, l'ascension. gros week-end. On rappelle un petit peu le programme, tiens, puisque tu Allez, veux vas-y. flamber. Le gros Alors. programme du week-end de l'ascension sur First Alors, Team. ça commence jeudi avec une victoire de Thomas au quiz. Ensuite, c'est vendredi. Non, demain, on se retrouve pour LNB Club, preview des playoffs. On parle de Victor, MVP de la saison. Ensuite, on se retrouve samedi, une petite vidéo autour des Suns. Je vous le donne comme ça parce que c'est un replay. Ensuite, nous allons tout de suite sur une vidéo inside du tournoi de Domingo avec Tony Parker. 20 minutes exceptionnelles, dont l'extrait que vous avez vu tout à l'heure. À 17h, on se retrouve pour le match des playoffs entre les Mets 92 et Cholet Basket. Le premier match de la série. Et puis le reste, on est ensemble, la famille. Hein. Je vous rappelle aussi que tout est en podcast maintenant.
Ouais. Vous le demandiez depuis longtemps, c'est un podcast. Évitez quand même de tout regarder là-bas. Mettez un petit like sur YouTube parce que sinon, après, on peut plus manger. Voilà. Et on se retrouve donc lundi pour boucler la boucle. Lundi, la libre antenne, 22h minuit ou 1h du matin, selon l'actu. Allez, ciao l'équipe, merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux pour ces playoffs incroyables. Bisous l'équipe, merci Théo, merci Merci, Théo, les gars. Polo, Merci. merci Jérémy, merci tout le monde. Ciao, ciao.